Mélodie Baker était avocate, mère de 2 adolescents et l'épouse de son grand amour, Will Baker. À 42 ans, c'était une femme incroyablement séduisante avec des cheveux bruns, des yeux sombres, une silhouette élancée et un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Intelligente et intuitive, elle avait une capacité déconcertante à comprendre les autres. Mais maintenant, assise à la table du banquet, son mariage et sa famille vacillaient au bord de l'effondrement. Tout cela à cause de ses choix, de son mari, Will, et de son client, Robert Dawson. La tension était palpable alors que Robert, Will et Mel se foudroyaient du regard avec une animosité non dissimulée. Ce conflit ardent provenait de la proposition choquante de Robert, un échange de partenaires pour le week-end, Robert avec Mel et Will avec Gina, la magnifique et bien plus jeune compagne de Robert. Avant d'assister à la réaction de Will à cette suggestion, Mel avait été dangereusement proche d'accepter. Elle aspirait à s'échapper de la monotonie de son mariage, et Robert Dawson lui avait semblé être l'exutoire parfait. Tout avait commencé des mois plus tôt, lorsque Robert, un client du cabinet d'avocats de Mel, fut poursuivi en justice par une banque multinationale. Il était venu au cabinet pour être représenté et Mel avait été chargé de son dossier. Au fur et à mesure que l'affaire progressait, leurs liens se renforçaient. Au début, ils travaillaient en étroite collaboration avec leurs équipes respectives, mais avec le temps, leur relation professionnelle avait évolué vers quelque chose de plus personnel. Ils avaient commencé à dîner seuls, à partager davantage sur leur vie et à rester tard pour des réunions qui déviaient souvent vers un terrain plus intime. Mel savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. Elle ne pouvait nier le charme de Robert. Il était célibataire, magnétique et connu pour ses prouesses d'amant. Comme la vice-présidente de son entreprise, Gloria Main, l'avait joyeusement mentionné, il est plus beau, plus raffiné et plus impressionnant que Will, avait-elle un jour plaisanté, faisant référence à l'allure plus robuste de Will. Mel ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait d'être avec Robert. La bataille juridique s'intensifiait, et leur attraction aussi. Mel se sentait de plus en plus attirée dans l'orbite de Robert. Il la poursuivait sans relâche, et bien qu'elle autorisât un baiser ou une étreinte occasionnelle, elle s'arrêtait juste avant de franchir la ligne. Pourtant, elle ne pouvait ignorer son désir grandissant. Elle était assez honnête avec elle-même pour admettre ce qu'elle voulait, mais terrifiée par les conséquences que cela pourrait entraîner. Un soir, après une réunion particulièrement tardive, Robert suggéra qu'il fasse une pause et se rende dans sa chambre d'hôtel. La tentation était indéniable, mais Mel rejeta fermement l'idée. Il ne s'agissait pas seulement de fidélité. C'était une question d'honneur et sa peur profonde que Will, avec sa vive intuition, saurait d'une manière ou d'une autre le moment où elle le trahirait. C'était un risque qu'elle ne pouvait pas prendre. Mel partagea cela avec Robert, qui sembla comprendre, bien que sa déception fût évidente. Mais ensuite, les frontières s'estompèrent encore plus. Avant de partir ce soir-là, Robert l'embrassa d'une manière qui la laissa secouer. Le baiser avait allumé quelque chose en elle, mais il l'avait aussi laissée confuse et en conflit. Pendant une brève période, ils prirent leur distance, mais cela ne dura pas longtemps. Alors que les négociations pour l'affaire atteignaient leur paroxysme, la tension entrefit de même. Mel manœuvra habilement le dossier pour assurer un règlement favorable à Robert, utilisant son expertise pour obtenir des conditions qui jouaient en sa faveur. Une fois l'affaire résolue, Robert l'invita à un dîner pour célébrer. Cependant, l'idée que Robert se faisait de la célébration impliquait bien plus que de la nourriture et de la conversation. Il fit clairement savoir qu'il la voulait, et Mel, bien que tentée, déclina une fois de plus. Pourtant, elle ne pouvait nier le pouvoir qu'il exerçait sur elle. Alors qu'il marchait vers sa voiture devant le restaurant, Robert dévoila son coup le plus audacieux à ce jour. « J'ai une proposition, dit-il avec un sourire malicieux. Mel haussa un sourcil. « Je pense que vous l'avez déjà faite, et j'ai déjà dit non. » L'ignorant, Robert continua. « Il y a un bal de charité vendredi prochain en ville où je serai honoré. Je vous invite, toi et Will, à vous joindre à moi. J'aurai une jeune femme sublime avec moi, Gina. C'est une danseuse professionnelle et nous sommes proches depuis un moment. » Mel fronça les sourcils, ne sachant pas où il voulait en venir. « Qu'est-ce que tu veux dire, Robert ? » À un moment de la soirée, dit-il, sa voix dégoulinant de confiance, je proposerai un échange. Nous aurons Gina et j'aurai toi pour le week-end. Mel se figea. L'embarras et la colère l'envahirent, mais aussi autre chose, la curiosité. Tu penses vraiment qu'il accepterait quelque chose comme ça ? Peut-être pas, admit Robert, son sourire implacable.
Mais je pense qu'il y a une chance. Et s'il le fait, je te promets que tu passeras un moment inoubliable. Malgré elle, Mel sentit son sang-froid vaciller. Robert l'embrassa à nouveau, cette fois de manière plus affirmée, et bien qu'elle sentit une vague d'émotion, elle se dégagea rapidement. Elle savait qu'elle devait reprendre le contrôle de la situation. Je parlerai à Will, dit-elle avec hésitation. Et nous viendrons au dîner. Mais pour ce qui est du partage, ne fais rien sans en discuter avec moi d'abord. Voyons comment la soirée se déroule. D'accord ? Robert sourit avec assurance. C'est juste. Mais crois-moi, Mel, si nous le faisons, tu ne le regretteras pas. Elle monta dans sa voiture et partit, l'esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Elle savait que les paroles de Robert étaient probablement vraies, mais la vraie question était, à quel prix ? Mel parla à Will de la proposition de Robert pour le bal de charité du vendredi soir. La réaction de Will fut mesurée, mais ses paroles portaient une nuance acérée. « Est-ce que ça veut dire que Robert rentre avec nous à la maison ?» demanda-t-il, sans rien ajouter. Mel sentait que son radar était passé en sur-régime. Will Baker était un écrivain, prolifique et talentueux. Il écrivait des thrillers, des histoires de détectives, des nouvelles, de la fiction sérieuse, et plus récemment un roman de science-fiction. Bien qu'il ne fût pas célèbre, ses livres se vendaient bien, lui rapportant plus que le poste bien rémunéré de Mel au cabinet d'avocat. Son travail flexible lui permettait de rester à la maison avec leurs 2 enfants, Cher, 17 ans, et Mark, 15 ans. Will avait été père au foyer depuis que les enfants étaient petits, gérant les trajets scolaires tout en élaborant des récits captivants dans son bureau à domicile. Occasionnellement, il voyageait pour promouvoir ses livres. Plus récemment, il avait été consultant pour l'adaptation cinématographique de son dernier thriller, Danger Man, à Los Angeles. Mais la plupart du temps, il restait près de la maison, écrivant à un rythme que peu pouvaient égaler. Son talent résidait dans sa capacité à visualiser des scènes comme un film mental, avec le son et l'image, qu'il traduisait ensuite sans effort sur la page. Ce don d'observation s'étendait à sa vie personnelle. Will avait une façon de voir à travers les gens, de remarquer des choses que les autres négligeaient. C'était une qualité que Mel admirait et détestait à la fois. Elle savait qu'il utilisait cette capacité sur elle et leurs enfants. Et bien que cela prévint souvent des problèmes, Mel se sentait à nu. Elle savait qu'il était presque impossible de lui cacher quoi que ce soit, y compris ses pensées sur Robert. Le banquet en l'honneur de Robert se tenait dans un lieu luxueux du centre-ville. Mel et Will avaient déposé les enfants chez les parents de Mel pour le week-end, les libérant pour ce qui pourrait se passer. Mel était nerveuse à leur arrivée. Elle voulait ce qu'elle voulait, mais elle était aussi rongée par l'incertitude. Cette hésitation disparut momentanément quand elle vit Gina. Gina était époustouflante, comme sortie d'un rêve. Sa prestance et sa beauté laissèrent Mel à la fois complexée et envieuse. Elle remarqua les regards subtils de Will vers Gina lors de leur présentation, et une pointe de jalousie la frappa. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée, pensa-t-elle. L'idée de Will avec Gina lui nouait l'estomac, mais cela la distrayait aussi de la question plus importante, Will accepterait-il même la proposition de Robert ? Mel se surprit à éviter la réponse alors que ses émotions oscillaient entre la jalousie et le désir. La soirée commença par un dîner élégant à la table d'honneur où Mel et Will étaient assis avec Robert, sa vice-présidente, Gloria, et le mari de Gloria, Rick. La conversation coulait facilement, et le discours de Robert après avoir reçu son prix fut magistral. Un mélange d'humilité et d'auto-éloge subtil. Des applaudissements suivirent alors que Robert retournait à la table. Will le félicita avec les autres, son comportement calme et poli. Bientôt, l'orchestre commença à jouer et les couples prirent la piste de danse. Après quelques chansons, Robert invita Mel à danser. Alors qu'il se déplaçait sur la piste, Mel se sentit captivée. La fluidité de Robert, tant dans ses pas que dans sa présence, la laissa envoûter. Elle remarqua à quel point il était fort et athlétique, et elle ne pouvait nier combien elle appréciait la façon dont il la tenait. Elle était si prise par le moment qu'elle ne remarqua pas Will et Gina toujours assis à la table. Alors qu'ils commençaient leur deuxième danse, Robert se pencha et murmura « Sommes-nous d'accord ? Puis-je faire ma proposition après cette chanson ?» Mel hésita un instant avant de dire « Oui, oui, fais-le. » Le mélange d'émotions qui tourbillonnait en elle et désir, excitation et jalousie rendait toute pensée claire impossible. Elle voulait cela, malgré les risques. Quand ils retournèrent à la table, Mel remarqua que Will et Gina n'avaient pas bougé. Robert,
imperturbable, s'adressa directement à Will. Qu'en penses-tu, Will? J'aimerais passer le week-end avec Mel, et tu pourrais le passer avec Gina. C'est une danseuse fantastique et une compagne encore meilleure. Les yeux de Will se fixèrent sur Robert, puis se tournèrent vers Mel. Son expression restait indéchiffrable, mais son ton était ferme. Non. Le mot unique était porteur d'une finalité, ne laissant aucune place à la négociation. Le cœur de Mel se serra. Elle reconnaissait ce ton. C'était celui d'une résolution inébranlable. Ses espoirs d'un week-end avec Robert s'effondrèrent. Robert, refusant d'abandonner, insista davantage. Peut-être devrais-tu demander à Mel. La réponse de Will fut rapide et tranchante comme un rasoir. Je ne vais pas lui demander, Robert. Notre mariage bat déjà de l'aile. Elle pourrait facilement me pousser à bout avec la mauvaise réponse, et ce serait dommage, surtout pour nos enfants. La tension à table devint insupportable. Robert se tourna vers Mel. Et toi, Mel? Acceptes-tu mon offre? Mel jeta un coup d'œil à Will, dont le regard était inflexible. Elle pouvait voir la tempête qui se préparait derrière son extérieur calme. Le poids de ses choix s'abattit sur elle. Elle se leva brusquement, secoua la tête et dit « non ». Prenant la main de Will, elle le conduisit hors de la salle de banquet. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut silencieux. La poitrine de Mel se serra d'anxiété, et elle retint ses larmes. Elle savait que Will avait tout compris. L'intrigue, la conspiration, et sa volonté de suivre le jeu. Il ne l'avait pas forcé à répondre au banquet, mais sa connaissance tacite était dévastatrice. Elle sentait la distance grandir entre eux, et cela la terrifiait. Quand ils arrivèrent à la maison, Will monta à l'étage sans un mot. Mais elle resta assise seule dans le salon, rejouant la soirée dans sa tête. Elle avait voulu quelque chose d'excitant, de nouveau. Mais maintenant, elle craignait d'avoir seulement réussi à détruire les fondations de son mariage. À l'étage, elle entendit l'eau couler alors que Will entrait dans la douche, la laissant affronter le lourd silence de leur lien qui se délitait. Mel était assise dans la cuisine, la tête légère. Elle regarda autour de la maison, le foyer où elle et Will avaient élevé leur famille, où ils avaient été si heureux. Maintenant, les murs semblaient se refermer sur elle, remplis du poids de ce qui s'était passé. Elle ne pouvait se défaire des événements de la soirée ni du regard de Will lorsque Robert avait fait sa proposition audacieuse. Elle repensa à la façon dont Will avait réussi à éviter de la forcer directement à admettre qu'elle voulait l'échange. Peut-être était-ce sa façon de maintenir le mariage, d'arrêter la lente descente vers le divorce. Si elle l'avait dit, si les mots avaient quitté sa bouche, il aurait été impossible de l'ignorer. Bien qu'ils sussent tous les deux ce qu'elle voulait, cela n'avait pas été mis à nu entre eux, et cela la terrifiait. Il n'y avait aucune excuse justifiable pour son comportement, et la vérité était trop douloureuse à affronter. À l'étage, la douche s'arrêta. Mais elle attendit, le cœur battant. Finalement, elle le suivit. Will s'était changé en pantalon de jogging et basket. Il la regarda brièvement, puis dit « Je vais courir. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris la peine de prendre une douche. » Son ton était désinvolte, mais l'indifférence dans sa voix tordit l'estomac de Mel. Il passa devant elle, descendit les escaliers et sortit. Mel s'assit sur le bord du lit, les nerfs à vif. L'apathie de Will était alarmante. Au bal, il avait semblé maître de lui, mais maintenant il était clair qu'il était tout sauf calme. Elle prit une douche elle-même, essayant de calmer ses pensées en attendant son retour. 1 heure plus tard, Will revint. Mel était dans la chambre, assise sur une chaise, faisant semblant de lire un livre sur son Kindle, bien que les mots dansassent devant ses yeux. La course semblait avoir calmé la colère de Will, mais il évitait toujours d'aborder la situation. Il ne l'avait pas confronté directement à son désir pour Robert, ni à sa volonté d'envisager l'idée de l'échange. Mais elle réalisa que si elle avait ouvertement exprimé son approbation de la suggestion de Robert, Will l'aurait quitté, non seulement au dîner, mais peut-être pour toujours. C'était quelque chose qu'il ne pouvait tolérer. Et au fond d'elle, Mel le savait. Elle le savait depuis 20 ans. Et pourtant, elle s'était laissée emporter par le charme de Robert. Will semblait vouloir laisser les choses en l'état, choisissant de ne pas forcer le problème. Il ne demanda pas d'explication, bien que Mel soupçonna qu'il en voulait une. Peut-être n'en avait-il pas vraiment besoin. Il savait qu'elle avait été consumée par son engouement pour Robert au point de perdre tout sens de la raison.
La thérapie lui vint brièvement à l'esprit, mais il rejeta l'idée. Si Mel n'en parlait pas elle-même, cela n'aiderait pas. À la place, il décida de lui donner du temps pour réfléchir, tranquillement. Il décida également de commencer à la surveiller de plus près, elle et Robert. Quand Will retourna dans la chambre, Mel faisait toujours semblant de lire. Il éteignit les lumières en bas et monta. Sans un mot, il se déshabilla, se doucha à nouveau et se glissa dans le lit, tirant les couvertures sur lui. Le silence entre eux était assourdissant. Bientôt, Mel éteignit sa propre lumière et se mit au lit, ne sachant pas si elle devait tenter une conversation. La peur la paralysait, et elle décida finalement de rester silencieuse. Le sommeil la gagna finalement après des heures à se tourner et se retourner. Will se réveilla tôt le lendemain matin, partit sans un mot et se rendit chez sa mère pour récupérer les enfants. Sur le chemin du retour, il s'arrêta chez des nièces pour le petit déjeuner. Son aînée, Chérie, demanda « Où est maman ?» Elle n'a pas bien dormi, répondit sèchement Will. Mark, son fils de 15 ans, intervint. Comment était le dîner dansant ? La musique était bien. La nourriture était bien, dit Will d'un ton plat. Les deux enfants remarquèrent sa mauvaise humeur et changèrent rapidement de sujet pour parler de l'école. Le reste du trajet se passa tranquillement, bien que Will se détendit un peu. Pourtant, Chérie et Mark restaient mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas, et ils le sentaient. Quand ils rentrèrent à la maison, Mel était déjà habillée en bas. Elle observa attentivement sa famille entrer dans la maison, cherchant des signes que Will avait discuté de ce qui s'était passé au bal avec les enfants, mais il semblait calme, bien qu'un peu abattu, ce qui lui indiqua qu'il n'en avait rien dit. Pourtant, une tension gênante s'installa dans la maison. Chérie et Mark passèrent la journée avec des amis tandis que Will s'occupait des tâches ménagères. Mel faisait semblant de lire, bien qu'elle ne pût se concentrer. Ils s'adressèrent à peine la parole de toute la journée. Le dîner fut une affaire silencieuse avec des mots échangés seulement pour dire « S'il te plaît, passe le sel ». Plus tard dans la soirée, Will alla courir à nouveau. À son retour, il se doucha et se mit au lit, ne disant presque rien. Mel essaya de l'engager. « Tu as bien couru ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui », répondit Will, son ton sec. Il se retourna et se tut, laissant Mel se sentir plus isolée que jamais. Le dimanche, Mel fit un effort pour combler la distance grandissante. Quand Will se réveilla, elle essaya de se blottir contre lui, mais il se leva presque immédiatement. Il s'habilla rapidement et descendit. Chérie et Mark partirent pour la journée, non sans se chuchoter. « Qu'est-ce qui se passe, à ton avis ?» demanda Chérie. Mark haussa les épaules. « Je ne sais pas. Quelque chose à propos de ce dîner. » Chérie fronça les sourcils. « Ça doit être maman. Elle a dû faire quelque chose. » Mark hésita. « Ce n'était pas pour le gros client de maman ? » « Oui, mais ça ne sert à rien de deviner. »« Si ça continue, on leur demandera, » répondit Chérie. Mais même elle n'était pas sûre que ce fût une bonne idée. D'un autre côté, peut-être pas. Ça pourrait tout gâcher. Les frères et sœurs se séparèrent, tout de mal à l'aise face au comportement de leurs parents. Mel passa la journée à cuisiner le dîner du dimanche, des lasagnes avec une salade de concombre. Les enfants apprécièrent le repas, mais Will toucha à peine sa part, laissant la plupart dans son assiette. C'était inhabituel pour lui. Il avait généralement un bon appétit. Mel essaya de ne pas se laisser déranger, mais ses actions semblaient délibérées, comme une punition silencieuse. Après le dîner, Will passa la soirée à regarder un match de football en silence. Mel fit semblant de dormir quand il monta finalement. Une fois les enfants partis à l'école et Mel parti au travail, Will s'assit dans la maison silencieuse, aux prises avec ses pensées. Il prit le téléphone et appela son ami Mason Dabney, le directeur de l'hôtel où le dîner dansant avait eu lieu et où Robert Dawson séjournait. « Mason, » dit Will après les salutations d'usage, « est-ce que Robert Dawson est toujours à l'hôtel ?» Mason confirma à Will que Robert Dawson avait réservé pour une nuit de plus à l'hôtel et partirait le lendemain. Pendant ce temps, le trajet de Mel pour se rendre au travail était rempli de stress. Son anxiété était aggravée par le fait qu'elle avait une dernière réunion avec Robert et sa vice-présidente, Gloria, pour régler tous les détails restants de son affaire. La réunion était prévue à 10 heures. Mel conduisit Robert et Gloria dans la salle de conférence. La discussion fut rapide et efficace, et ils conclurent l'affaire en 20 minutes. À la fin de la réunion,
Robert se tourna vers Mel et demanda, « Tu vas bien après le bal ?» Mel hésita, jetant un bref regard à Gloria, qui restait silencieuse mais attentive. Puis Mel répondit, « Non, non, je ne vais pas bien. Ma passion pourrait me coûter cher. » Robert fronça les sourcils. Mais il ne s'est rien passé. Il a dit non et tu es parti. C'est tout. Rien n'en est ressorti. Mel soupira, sa voix tremblante. Il sait que je le voulais. Et depuis le moment où nous sommes partis jusqu'à maintenant, il ne m'a pas dit 10 mots. Il ne m'a pas touché du tout. Robert secoua la tête, la frustration scintillant dans son expression. C'est stupide. S'il t'abandonne pour ça, pour rien, alors c'est lui l'idiot. Même si nous étions allés jusqu'au bout, il serait toujours stupide de te laisser partir. Il fit une pause, sa voix s'adoucissant. S'il te plaît, appelle-moi s'il le fait. Mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva, serra la main de Robert et de Gloria, et quitta la pièce. Alors que les deux retournaient à l'hôtel, Gloria se tourna vers Robert avec un sourire entendu. Alors, juste nous deux ce soir ? Robert hocha la tête. Ouais, j'ai renvoyé Gina. Gloria eut un sourire narquois. On dirait que tu vas encore être seul. Robert esquissa un petit sourire confiant. On verra bien. Mel essaya de se remettre au travail, mais il était impossible de se concentrer. Son esprit était agité par la culpabilité, le doute et la frustration. À 15 heures, elle abandonna complètement et rentra chez elle. Quand elle arriva, elle trouva Will dans son bureau, tapant furieusement sur son ordinateur. Elle se tint à la porte, le regardant en silence. Il leva brièvement les yeux, puis retourna à son travail sans un mot. Après un moment, il termina ce qu'il écrivait et se tourna finalement vers elle. Mel prit une inspiration tremblante et dit, « Je suis brisé. Je n'ai pas pu travailler aujourd'hui. » De qui est-ce la faute ? Principalement la mienne. Je l'admets. J'avais peur de dire quoi que ce soit, mais je dois m'excuser. J'ai besoin de savoir où nous en sommes. Les enfants sont inquiets. Je suis inquiète. Will se pencha en arrière dans sa chaise, son expression indéchiffrable. Ton ami Robert est-il toujours en ville ? Demanda-t-il d'un ton égal. Oui, répondit-elle. Nous avons eu une courte réunion ce matin. Il part demain. Will hocha légèrement la tête. C'est un idiot arrogant. Plein de lui-même. Et tu aurais dû être pleine de lui, aussi. Mel tressaillit à ces mots, mais sa voix resta calme. J'ai dit non quand il a suggéré la première fois, tu sais, mais ensuite il m'a fait croire, à sa manière sournoise, que peut-être tu accepterais Gina. J'aurais dû mieux savoir. Un lourd silence plana entre eux. Finalement, Mel demanda, sa voix à peine un murmure. Que puis-je faire, Will ? Will la fixa longuement avant de répondre. Je ne suis pas sûr. Rien de spécifique ne me vient à l'esprit. Mel s'agenouilla devant lui, le cœur battant. Tout le monde a ses moments de faiblesse, Will, dit-elle doucement. Il hocha légèrement la tête, ne montrant aucune résistance alors qu'elle se penchait plus près. Doucement, elle tira sur son short, le guidant sur le canapé. Ils restèrent là ensemble pendant un certain temps, en silence. Quand ce fut terminé, Mel se leva tranquillement et quitta la pièce. Ce soir-là, le dîner fut des lasagnes réchauffées. L'humeur de Mel s'était nettement améliorée, et les enfants pouvaient le voir. Chéri et Marc rentrèrent à la maison et se joignirent à eux à table. Will n'était pas sorti de son bureau avant que Mel n'envoie Marc le chercher. À 18h30, Marc frappa à la porte et appela, « Le dîner est prêt. » Will descendit à la cuisine. Mel l'observa attentivement alors qu'il entrait, surprise qu'il ne soit pas venu plus tôt. Les enfants l'observaient aussi attentivement. Il leur fit un petit sourire, s'assit et commença à manger. Il interrogea les enfants sur l'école, et la conversation revint lentement à quelque chose de normal. Il discuta même avec Mel du nettoyage du garage, un projet dont il parlait depuis des semaines. Le dîner ressemblait davantage aux routines calmes et familières qu'il partageait autrefois. C'était la chose la plus normale qui se soit produite depuis des jours. Après que les enfants furent allés dans leur chambre, Mel et Will firent la vaisselle ensemble dans la cuisine. Alors qu'ils travaillaient, Will se tourna soudainement vers elle et dit, « L'intimité, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. » Mel se figea, le cœur serré.
Ces mots tranchaient la paix fragile qu'ils avaient commencé à reconstruire. Je comprends, continua Will. Ce type était sexy. Il y a eu beaucoup de types sexy dans ta vie, peut-être même plus sexy que lui. Alors pourquoi maintenant? Mel soupira, s'appuyant contre le comptoir. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois. Des mois. Il a travaillé sur moi pendant des mois. Ça s'est accumulé. Il n'était pas subtil à la fin, et à ce moment-là, j'étais faible. Je suis surprise de ne pas être partie avec lui. La mâchoire de Will se serra. Moi aussi. Je pensais vraiment que tu le ferais. La voix de Mel trembla en répondant. Ça me choque aussi. Je le voulais vraiment, Will. Mais ça me fait me sentir comme un second choix. Si seulement, l'interrompit brusquement Will. Ça me fait me sentir comme un second choix. Mel leva les yeux vers lui, sa voix se brisant. Tu es un mari merveilleux. Un père fantastique. Tu n'es pas un second choix. Tu es. Tu es le meilleur. Ça pourrait signifier plusieurs choses, dit froidement Will. Tu dis que je suis le meilleur choix à long terme, mais que ce type était ton choix à court terme. Mel ne le nia pas. Eh bien, dit-elle doucement, je ne saurais jamais pour lui. Il serait probablement un perdant. Je ne saurais jamais pour aucun autre homme. Mais toi. Will hocha légèrement la tête, puis partit pour la chambre. Mel resta seule dans la cuisine, réalisant l'énormité du travail à accomplir. Ce que Will avait dit était indéniable. Le soir de la fête, elle avait voulu Robert plus que tout. Peut-être pas seulement cette nuit-là, mais les nuits qui l'avaient précédée, et peut-être même maintenant. Au cours des mois suivants, Mel travailla sans relâche pour prouver à Will qu'il était son seul et unique. Elle se jeta à corps perdu dans la réparation de leur mariage, déterminée à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais les choses ne redevinrent jamais complètement comme avant. Bien qu'ils partageassent des moments d'intimité, même de bons moments, quelque chose manquait toujours. Will semblait souvent distrait, comme s'il était encore en train de digérer les événements qui avaient failli détruire leur vie. Dernièrement, Mel était de plus en plus irritée par la tournure des événements. La relation entre elle et Will n'était jamais revenue à ce qu'elle était avant la nuit de la proposition d'échange de Robert. Tous deux le savaient, même s'ils ne le disaient pas à voix haute. Un soir, alors que Will était seul à la maison, il essaya d'analyser la situation avec distance. En surface, ce que Mel avait fait ne semblait pas impardonnable. Elle désirait un homme qui, de manière réaliste, était objectivement séduisant. Elle n'avait pas changé en tant que personne, mais elle avait tellement voulu Robert qu'elle avait été prête à risquer sa famille pour le poursuivre. Peu importe comment Will essayait de rationaliser, le simple fait demeurait, sa femme avait désiré un autre homme plus qu'elle ne le désirait lui. Et c'était peut-être la partie la plus douloureuse. Il repensa à ce qu'il lui avait dit auparavant, qu'aucune autre femme ne lui avait jamais fait ressentir ce qu'elle lui faisait ressentir. Du moins, il n'avait encore rencontré personne comme ça. Bien sûr, il y avait eu des femmes séduisantes dans sa vie, comme la divorcée blonde qui vivait à quelques maisons de là, mais il n'avait jamais été proche de la tromper. Il était fidèle, inébranlable dans son engagement. Mais maintenant, pour la première fois, il avait l'impression qu'il serait toujours le second choix de sa femme. Cette pensée le tourmentait. Elle s'insinuait dans son esprit la nuit. Même pendant les moments qu'ils partageaient ensemble, il ne pouvait s'empêcher de se demander, pensait-elle à Robert lorsqu'ils étaient intimes? Il supposait que oui. Pourtant, Will repoussait ses pensées. Il se disait qu'il devait rester avec Mel pour le bien de leurs enfants. Même si Sherry et Mark étaient plus âgés maintenant, un divorce leur ferait toujours beaucoup de mal. Il se disait qu'il pourrait tenir encore un peu. Après tout, il avait toujours la compagnie et l'intimité de Mel, même si ce n'était plus la même chose. Enfin, en quelque sorte, pensa-t-il sombrement. Environ 8 mois après la soirée du banquet, Robert réapparut dans leur vie. Il était empêtré dans un nouveau litige juridique. Cette fois, une contestation de l'un de ses brevets chimiques. Comme Mel avait un diplôme de chimie de l'université, l'affaire était parfaitement adaptée à ses compétences. Pour compliquer les choses, Robert demanda spécifiquement que Mel s'occupe de l'affaire. Un matin, Mel fut convoqué à une réunion avec les 3 principaux associés de son cabinet, Abbé Alençon, Bart Banson et Caleb Carlton. À sa grande consternation, Robert était déjà là. Au moment où elle le vit, elle pensa, c'est la dernière chose dont j'ai besoin.
Des trois associés, Abe connaissait le mieux Mel. Il était également au courant de la tension entre elle, Robert et Will qui était apparue lors de l'affaire précédente. Après quelques salutations tendues, Abe s'adressa finalement à elle. Mel, nous sommes tous conscients des complications possibles pour toi, mais Robert a une affaire sérieuse ici, et il t'a spécifiquement demandé. Étant donné les circonstances, il n'est pas déraisonnable qu'il te veuille sur ce dossier. Mel secoua fermement la tête. Abe, je ne peux tout simplement pas faire ça. Tu sais pourquoi. J'ai une famille et je veux la garder. Robert intervint, son ton calme mais insistant. Mel, ce qui s'est passé avant ne se reproduira pas. Je te le promets. Mel se tourna vers lui, sa voix froide. Même si je te croyais, il ne s'agit pas seulement de ce qui pourrait arriver. Il s'agit de la façon dont Will et moi voyons les choses maintenant. C'est différent. Bart intervint, son ton plus professionnel. Mel, c'est une affaire énorme pour le cabinet et pour Robert. Des millions de dollars sont en jeu. Tu dois te ressaisir et être forte. Je suis sûr que Will comprendra. Mel secoua à nouveau la tête. Non, c'est trop risqué pour moi. Caleb se pencha en avant, sa voix ferme. C'est aussi un risque énorme pour le cabinet si nous abandonnons cette affaire. Nous sommes tous des adultes ici, Mel. Et Robert nous a assuré qu'il s'abstiendrait de toute avance. La voix de Mel vacilla. Will et moi n'avons pas besoin de mon salaire. Pas vraiment, mais quand même. Je lui en parlerai. Robert reprit la parole, son ton plus doux mais toujours persuasif. Si Will s'y oppose, je lui parlerai moi-même. La dernière fois, il ne s'est rien passé de vraiment grave. Mel, je ne te pousserai pas, mais j'ai des ennuis et j'ai besoin de ton aide. Ce soir-là, Mel était une boule de nerfs. Elle savait qu'elle devait attendre le bon moment pour aborder le sujet avec Will. Il remarqua son agitation alors qu'ils étaient assis ensemble dans la salle de télévision et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Mel prit une profonde inspiration. Robert a une nouvelle affaire. Le cabinet veut que je m'en occupe. C'est à propos d'un brevet chimique. Je leur ai dit non, mais ils insistent. Si je refuse, ça pourrait me coûter mon emploi. Will la regarda avec une expression calme mais vive. Tu sais, une licence en chimie ne signifie pas grand-chose dans ce genre d'affaires, n'est-ce pas? Tu devras quand même engager des experts. Oui, admit Mel. Mais Robert a aussi une formation en chimie. Il dit qu'il me veut dans l'équipe parce que je peux le comprendre sans le coût supplémentaire de former quelqu'un de nouveau. Les yeux de Will se plissèrent. Il te veut parce que tu es une affaire inachevée pour lui. Son ego est blessé et il va te poursuivre. Mel hésita. Non, je veux dire, peut-être, mais il a aussi une raison légitime de vouloir que je dirige l'équipe. Il dit qu'il ne se comportera pas comme avant. Il a trop à perdre. Will la fixa, son expression difficile à lire. Combien de contacts cela impliquera-t-il? Mel hésita à nouveau. Lui et Gloria ont loué un appartement près du bureau. Ils seront essentiellement là pendant au moins 6 semaines. Will expira lentement. Après une longue pause, il dit, « Je te laisse décider. C'est peut-être ta chance de me montrer qui est vraiment le numéro 1. Tu sais ce qui est en jeu. » Mel hocha la tête, sa voix petite. « Je sais. » Will se leva et alla se coucher sans un autre mot. Quelques minutes plus tard, Mel le suivit. Alors qu'il s'installait dans le lit, elle se pencha et lui caressa le ventre. « J'ai besoin d'une dose d'amour, » murmura-t-elle. Il la lui donna, lentement d'abord, puis avec une intensité croissante. À la fin, c'était passionné et satisfaisant pour eux deux. Ensuite, ils restèrent allongés silencieusement l'un à côté de l'autre. Mel brisa le silence, murmurant doucement « Merci ». Will ne répondit pas. La nuit passa paisiblement, et pour une fois, Mel et Will dormirent profondément. Le lendemain, Mel décida de prendre l'affaire de Robert. Ce ne fut pas une décision facile, mais c'était celle qu'elle se sentait obligée de prendre. Robert et Gloria commencèrent à assister à une série de réunions d'une journée au cabinet. Mel se vit assigner 2 assistants, mais aucun d'eux n'avait de formation en chimie, ce qui ne fit qu'alourdir sa charge de travail. Le deuxième jour vit des réunions encore plus intenses. 2 experts furent engagés pour évaluer la situation, et les discussions se prolongèrent tard dans la nuit.
Le dîner était livré au bureau chaque soir alors que l'équipe travaillait sans relâche. Mel ne rentrait pas avant 21h30 ou 22h la plupart des soirs, complètement épuisée. Une nuit, après le deuxième jour de travail, Will demanda alors qu'ils étaient au lit, a-t-il eu des problèmes? Non, répondit Mel. Juste trop de choses à faire. Et lui, Gloria, insista Will. Son mari ne semble pas s'en soucier. Je pense. Mel hésita. Elle m'a dit que ça l'excitait. Elle a même essayé de me convaincre à propos de toi et Robert. Will fronça les sourcils. Je l'ai remise à sa place. Je ne comprends pas toutes ces bêtises. Gloria assume ses choix. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais il n'y a aucune chance que je veuille un mariage comme ça, dit doucement Mel. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Will soupira. Ce n'est pas ça qui me dérange, Mel. Si je sens le moindre danger, je te dirai quand nous devrons parler. Mais je ne pense pas que ça arrivera. L'intensité du travail diminua légèrement après les 2 premiers jours. Mel assigna à son équipe des tâches de recherche juridique de base tandis qu'elle et Robert se concentraient sur les discussions avec les experts. Après 2 semaines, Mel était convaincue que Robert ne serait pas un problème. Elle le dit à Will, mais il resta sceptique. Chaque soir, quand elle rentrait à la maison, Will l'observait attentivement. Au lit, leur intimité s'améliora. Mel faisait plus d'efforts et Will répondait en conséquence. Pourtant, au lieu de le rassurer, ses efforts semblaient alimenter ses doutes. Elle passait plus de temps avec Robert qu'avec son propre mari. Et bien que Will fût convaincu que rien de physique ne s'était produit entre eux, pour l'instant, il croyait que ce n'était qu'une question de temps. Il repensa à la première fois où elle avait travaillé en étroite collaboration avec Robert et à l'étincelle qui s'était développée entre eux. Ce n'était pas seulement la collaboration professionnelle. Il y avait quelque chose de plus profond, une attraction brute. Même maintenant, où il soupçonnait que cela pourrait la surprendre à nouveau. Un soir, environ 4 semaines après le début de l'affaire, Robert revint d'un voyage d'affaires à Pittsburgh. Il était parti plusieurs jours. Cette nuit-là, Mel rentra à la maison avec une énergie inhabituelle. Les enfants étaient tous les deux chez un voisin pour le dîner, et dès qu'elle vit Will, elle l'entraîna dans la chambre. Elle était comme un volcan, implacable et ardente. Cela dura longtemps parce que Will le fit durer. C'était épuisant pour eux deux, mais ça en valait la peine. Ensuite, alors qu'ils étaient allongés ensemble, Will se tourna vers elle et dit, « Je suppose que je peux remercier Robert pour ça. » Mel soupira profondément. « Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? »« Que as-tu fait ?» demanda Will, son ton calme et pointu. « Rien. Il n'a rien essayé de vraiment. » Ouvertement, expliqua Mel. « Je veux dire, il n'a pas, tu sais, insisté, mais il y a eu de petits contacts, des commentaires indirectement suggestifs. Des baisers, des étreintes, pressa Will. Non. Bon sang, Will. Non. Mel fit une pause, sa voix s'adoucissant. Je suppose que je devrais être reconnaissante de pouvoir ramener ça à la maison pour toi. Pour combien de temps, demanda Will. J'admets que cela devient un risque. Je dois terminer cette phase de l'affaire, la formation des experts, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi cela se produit. Il n'est pas plus séduisant que d'autres hommes qui se sont intéressés à moi. Will lui lança un regard acéré. Pas pour moi, mais pour toi. Lui et toi. Il fit une pause. Toi et lui. Mel ne répondit pas. Will se retourna, essayant de dormir. Pour lui, ce n'était pas si facile. Mel, cependant, s'endormit presque immédiatement. Le lendemain matin, alors que Mel s'apprêtait à partir au travail, Will l'arrêta. Son expression était ferme, sa voix calme, mais froide. Si tu cèdes, si l'essai gagne, sache que c'est un homme mort. Peu importe à quel point il est riche. Dis-le lui. Mel se figea, stupéfaite par ces paroles. Elle le fixa, sans voix. Will tendit la main et lui tapota la joue. Comme ça, vous savez tous les deux ce qui est en jeu. Je ferai mon temps si je le dois. Puis, sans un autre mot, il retourna dans la maison, s'assit pour finir son petit déjeuner et accompagna les enfants à l'école comme si de rien n'était. Mel se rendit au travail dans un état de choc léger. Elle essaya de rationaliser la menace de Will, se disant qu'il ne le pensait pas ou qu'il ne passerait pas à l'acte. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était faux.
Elle avait vu le regard dans ses yeux, entendu l'acier dans sa voix. Il ne bluffait pas. Elle savait qu'elle devait terminer les 2 prochaines semaines avec Robert puis passer l'affaire à d'autres avocats. Elle ne pouvait se permettre aucun faux pas. Pas de blague, pas de risque. Au bureau, elle se versa un café fort et examina les derniers documents des experts. Robert et Gloria arrivèrent à 10 heures, amenant avec eux Jonathan Crisp, l'un des experts chimistes. Jonathan portait son ordinateur portable Apple et ils se réunirent tous les 4 dans la grande salle de conférence assignée à l'affaire. La réunion dura environ 1 heure. Quand ils firent une pause, Mel alla à son bureau, espérant un moment de paix. Robert la suivit et ferma doucement la porte derrière lui. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il, son ton un mélange d'inquiétude et de frustration. Mel répondit à la question de Robert d'une voix ferme, bien que son malaise fût palpable. Will est très inquiet de cette situation. J'ai essayé d'adoucir les choses. Tu sais, je lui ai dit que tu ne proposais rien de sérieux. Robert eut un sourire narquois, se penchant légèrement en arrière. Eh bien, c'est principalement vrai. Les yeux de Mel se plissèrent. Ce n'est pas vrai du tout, Robert. Tu ne fais que tourner autour du pot, mais je sais ce que tu fais. Je connais ton but. Robert sourit, sa confiance inébranlable. Nous avons de l'alchimie. Mel rit sèchement. Mais ce n'était pas drôle. Oui, je sais. Hier, j'ai failli tuer ce pauvre Will dès que je suis rentré. Il devrait être reconnaissant. De meilleures nuits grâce à la chimie. Robert plaisanta avec un sourire malicieux. Mel lui lança un regard dur. Il ne me tuera pas, Robert. Juste toi. Alors, est-ce que ça vaut la peine de mourir pour ça? Pendant un moment, Robert se figea, son sourire narquois vacillant. Peut-être que ça en vaut la peine, marmonna-t-il, bien que son ton manqua de sa confiance habituelle. Mel ne sia pas. Le fait est que Will a ses propres démons. Ils font rage lentement, mais ils font rage constamment. Et s'il dit qu'il te tuera, crois-moi, il le pense. Ce qui est pire, c'est qu'il est capable de s'en sortir. Avant que Robert ne puisse répondre, on frappa à la porte. Gloria se tenait dehors, prête à les rappeler à la réunion. Sans un autre mot, ils retournèrent dans la salle de conférence. Leur conversation inachevée, mais lourde dans l'air. À la maison, Will ne savait pas si sa menace envers Mel et Robert avait vraiment fonctionné. Il l'avait pensé dans un sens abstrait quand il l'avait dite. Mais avec le temps, les mots restèrent dans son esprit. Il réalisa que si Robert franchissait un jour la ligne, s'il couchait un jour avec Mel, Will serait poussé à la limite. Que cela signifie blesser physiquement Robert ou divorcer de Mel, il n'était pas sûr. Les 2 possibilités se profilaient sombrement dans ses pensées. La partie la plus étrange était de voir la vulnérabilité de Mel autour de Robert. Son attirance pour lui n'était pas seulement physique. Elle semblait dévorante. Elle avait admis à Will, peut-être imprudemment, qu'elle n'avait jamais ressenti une alchimie aussi intense avec qui que ce soit d'autre, pas même avec lui. Était-ce vraiment de sa faute? C'était comme si l'attraction qu'elle ressentait pour Robert était hors de son contrôle, comme si elle avait rencontré l'homme auquel elle croyait être destinée. Et où cela laissait-il Will? Will avait décidé que si son avertissement ne fonctionnait pas, il ne passerait pas à la violence. Mais il savait une chose avec certitude. Il en avait fini d'être le second choix de sa femme. Si Mel cédait, leur mariage serait terminé. Il ne la toucherait plus jamais. Et même si Robert partait sans incident, Will n'était pas sûr de pouvoir vivre avec la connaissance de ses désirs persistants. Ce soir-là, quand Mel arriva à la maison à l'heure, la famille s'assit pour le dîner, un repas préparé par Will. Elle fut soulagée de le trouver calme et maître de lui. Ils mangèrent ensemble, regardèrent un match de basket, et plus tard allèrent se coucher. « Comment s'est passée ta journée » demanda Will alors qu'il s'installait. « As-tu parlé à Robert ?»« Je lui ai dit ce que tu voulais que je dise » répondit Mel. « J'ai transmis ton attitude envers lui haut et fort. Après ça, il n'y a pas eu de problème. » Will resta silencieux un moment. Puis il dit, « D'accord, mais tu sais que tout repose sur toi. Indépendamment de ce que je dis, il continuera probablement d'essayer une fois qu'il sera de retour chez lui. » « On verra bien, » dit prudemment Mel. « Qu'est-ce que tu veux dire par « on verra bien » Le ton de Will s'aiguisa. Mel hésita. « S'il n'est pas à côté de moi, il ne sera pas un problème. » Will la fixa,
son regard intense. J'ai l'impression d'être des restes réchauffés, et lui, un plat 5 étoiles. Mel rit légèrement, essayant de désamorcer la tension. Je ne suis pas une gourmet. J'aime ta cuisine, même si ce sont des restes. Sans prévenir, elle grimpa sur sa poitrine, son agressivité joueuse le prenant au dépourvu. Will fit semblant de résister, mais c'était à moitié sincère, et honnêtement, cela ne le dérangeait pas d'être emporté. De son côté, Mel se plongea dans l'instant, essayant de repousser la culpabilité et le conflit qui persistait dans son esprit. Mais au fond, ils connaissaient tous les deux la vérité. Cette nuit-là, alors qu'elle était avec Will, ses pensées s'égaraient vers Robert, et Will pouvait le sentir. L'ombre de Robert planait sur eux, une tension qu'aucun d'eux ne pouvait secouer. Will se sentait exclu et Mel avait peur de ce que l'avenir lui réservait. La proposition d'échange avait créé une impasse dans leur mariage, une impasse qu'ils n'avaient jamais vraiment résolue, et ils se demandaient tous deux en silence s'ils le feraient un jour. Mel ne mentit pas à Will sur le fait qu'il n'était que le second dans ses désirs. Elle ne le pouvait pas. Au lieu de cela, elle le consolait de la seule manière qu'elle connaissait, par l'intimité. Mais même cela ressemblait à une solution temporaire, qui ne pouvait masquer les fractures plus profondes de leur relation. Les jours suivants au travail furent particulièrement stressants pour Mel. Son équipe était occupée à préparer des réfutations aux rapports d'experts soumis par la partie adverse. Le samedi, elle travailla toute la journée avec Jonathan Crisp, qui finalisait sa préparation pour un procès prévu la semaine suivante à Stamon, Washington. Jonathan devait s'envoler pour Spokane le dimanche, où il avait réservé une chambre près de Winesap sur le fleuve Columbia. Le jeudi matin, l'équipe d'experts chimistes avait terminé son travail. À l'avenir, une grande partie de l'affaire pourrait être gérée à distance par téléphone ou Skype. Mais pendant cette semaine-là, Robert intensifia ses tentatives pour séduire Mel. Malgré ses avertissements et ses efforts pour rester sur ses gardes, ses techniques étaient subtiles et efficaces. Elle remuait en elle quelque chose qu'elle ne pouvait pas complètement réprimer. L'excitation qu'il créait ne disparaissait pas. Elle la suivait à la maison. Will, toujours aussi perspicace, ne pouvait ignorer les signes de la passion grandissante de Mel. Un matin, au petit déjeuner, Cheryl les taquina avec un sourire malicieux. « Vous nous empêchez de dormir tard le soir. » Mel rit nerveusement. « On va acheter des suppresseurs de bruit. » Marc intervint. « J'ai déjà essayé les bouchons d'oreille. C'est inconfortable. » Mel balaya la remarque d'un sourire. « Ce n'est pas vraiment notre faute. » Et la conversation s'arrêta là, bien que la tension restât tacite. Le jeudi, Robert invita Mel à déjeuner. Il devait s'envoler pour Pittsburgh le lendemain matin pour une audience préliminaire au tribunal de district américain. Mel n'avait pas besoin d'assister à l'audience, mais elle savait qu'elle devrait participer au procès plus tard. Robert l'emmena dans un restaurant chic près de son appartement. Ni Gloria ni personne d'autre de l'équipe ne se joignit à eux. Mel n'était pas surprise. Elle s'y attendait. Elle savait que Robert tenterait sa chance, lançant ce qu'elle anticipait comme une tentative à grande échelle pour la rapprocher. Normalement, elle aurait privilégié la prudence au risque, mais avec le procès qui se profilait, elle savait que sa collaboration avec Robert ne ferait que s'approfondir. Mais elle savait que le prochain procès à Pittsburgh l'obligerait à s'absenter pendant 2 semaines, week-end compris. Elle savait aussi qu'elle devait décider de participer ou de quitter l'affaire entièrement. Elle voyait son déjeuner avec Robert comme une sorte de test. Le déjeuner lui-même fut principalement agréable. Robert fit clairement savoir qu'il avait l'intention de manger d'abord, puis de retourner à son appartement pour le dessert. Mel refusa poliment, ramenant la conversation sur des sujets neutres. La nourriture était bonne, et elle s'autorisa un seul verre de vin. À la fin du repas, Robert se glissa plus près d'elle sur la banquette ronde et l'enlaça. Mel ne se dégagea pas immédiatement. Robert passa sa main sur sa joue, son regard s'attardant sur le sien. Mel le regarda droit dans les yeux, sa résolution faiblissant. Jamais de sa vie elle n'avait autant désiré quelque chose tout en étant si déterminée à y renoncer. C'était un moment de conflit intense. Finalement, Mel se glissa hors de la banquette, essoufflée et tremblante. « Non » dit-elle fermement, sa voix basse mais résolue. Le visage de Robert s'affaissa de déception. « Pas encore, alors » répondit-il, faisant signe pour l'addition. Mel partit peu après, rentrant chez Will. Elle entra dans la maison et le trouva là, aussi stable et familier que toujours.
Il est parti, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai besoin de toi. Ils passèrent la soirée ensemble, au lit et ailleurs, jusqu'à ce que les enfants rentrent un peu après 16 heures. Pour Mel, l'expérience ressemblait à l'esquive d'une balle ou de quelque chose de forme similaire. Elle avait traversé la rencontre sans franchir de limite, mais elle ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise. La semaine suivante, un juge de Pittsburgh fixa la date du procès pour la mi-juin, dans 5 mois. Mel lutta avec la décision. Finalement, elle organisa une réunion avec les 3 associés de son cabinet pour discuter de la situation. Elle commença la réunion en clarifiant sa position. « Je n'irai pas à Pittsburgh pour le procès, dit-elle. » Abbé, l'associé principal, fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Tu as fait un travail fantastique pour préparer l'affaire. Je suppose que c'est à cause des inquiétudes de ton mari, mais il ne s'est rien passé avec Robert, n'est-ce pas? » C'est vrai, admit Mel. Mais c'était ici, où je pouvais rentrer à la maison tous les soirs. À Pittsburgh, je serais sur son terrain et Will serait à la maison. Caleb, un autre associé, se pencha en avant. Pourquoi ne le fais-tu pas, tout simplement? Si tu es en Pennsylvanie, qui le saura jamais? Je le saurais, dit sèchement Mel. Et Will le saurait aussi. Peut-être pas tout de suite, mais il le découvrirait. Il le découvre toujours. Abbé soupira. Nous compatissons. Mais je pense que nous devons persister. Mel sourit faiblement. Essayez de trouver quelqu'un d'autre, dit-elle en se levant. Sans attendre de réponse, elle quitta la pièce. En sortant, Abbé marmonna, elle nous a coincés. Au moins, nous avons le temps de trouver une solution. Caleb grommela. Elle est faible. Je n'aime pas les faibles. Au cours des semaines suivantes, le cabinet se démena pour trouver un remplaçant. Ils interrogèrent 4 candidats, mais aucun ne convenait. Finalement, ils firent une offre à un avocat très respecté d'un prestigieux cabinet de New York, mais il déclina. Pendant ce temps, Mel se concentra sur la formation de l'un de ses assistants, Martin Blaine, pour gérer le procès. Elle travailla sans relâche avec Marty, le coachant sur les contre-interrogatoires et le préparant à présenter leurs témoignages d'experts. À la maison, Mel discuta de la situation avec Will. Il n'était pas surpris par la nouvelle. Il s'y attendait depuis le début. Il savait qu'il y aurait un procès si l'affaire ne se réglait pas, et il savait que le cabinet insisterait pour qu'elle y participe. Un soir, Mel aborda le sujet après le dîner. Il y aura probablement un procès à Pittsburgh cette année, dit-elle. Ils me veulent là-bas. Et tu as dit non, demanda Will. Je l'ai fait. Ils cherchent un remplaçant, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de chance. Le temps presse. S'ils insistent pour que tu n'y ailles pas, ils te licencieront probablement pour insubordination. Will dit, peut-être que ce n'est pas la pire chose. Tu trouveras autre chose. Peut-être qu'on écrira un livre ensemble. Un roman avec un mariage au bord de l'effondrement. Mel rit. Scarlett fixant Red torse nu. Elle s'approche de lui. C'est ça que tu veux dire? Will sourit. Peut-être avec des noms différents. Je me demande si Scarlett cède. Bien sûr qu'elle cède. C'est de la fiction. Nous devons vendre le livre. L'expression de Will devint sérieuse. Et toi? Céderais-tu si tu étais dans un Pittsburgh en fumée? Il n'y a plus de fumée là-bas, dit doucement Mel. Je ne vais pas te mentir, Will. C'est tout à fait possible, mais l'affaire est intense. Ça pourrait ne pas laisser de place à autre chose. Probablement pas, n'est-ce pas? Will ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était basse. J'ai l'impression d'être juste un reste, Mel. Mel prit sa main. Will, je n'y vais pas. C'est tout. Je forme Marty pour gérer le procès. Il est intelligent. Lui et moi pouvons nous consulter par Skype tous les soirs. J'aurai des transcriptions à réviser. Will soupira. Je pense que tu te sentiras toujours désolé pour moi et que tu me blâmeras. Ce n'est pas une bonne base pour un mariage. Je t'aime, dit fermement Mel. Seulement toi. C'est suffisant. J'espère. Cette nuit-là, ils furent consumés par la passion. Les enfants utilisèrent des bouchons d'oreilles, mais cela n'aida pas beaucoup. À l'approche du procès, Mel passait de plus en plus de temps au bureau.
Sherry obtint son diplôme de fin d'études secondaires et se prépara à commencer l'université à Bellom, à 2 heures de route. Will s'occupa des préparatifs, essayant de rester fort malgré la tension croissante dans son mariage. Le 1er juin, 10 jours avant le procès, le désastre frappa. Marty Blaine fut hospitalisé à Pittsburgh pour de graves problèmes cardiaques. Les médecins attribuèrent la condition à un stress extrême et lui interdirent de participer au procès. Le cabinet demanda au tribunal de reporter le procès, mais le juge refusa. ABC est un grand cabinet, dit-il. Il y a plein d'avocats qui peuvent prendre la relève. Mel avait été profondément impliquée dans la préparation de l'affaire. Elle avait interrogé les experts, supervisé les plans de contre-interrogatoire et travaillé sur la stratégie. Lorsque les associés revinrent de l'audience, ils convoquèrent Mel à une réunion. Il n'y a plus le choix maintenant, dit AB. Tu dois y aller. Mel s'assit tranquillement, digérant la nouvelle. AB continua. Bien que je sois désolé pour Marty, je pense que c'est mieux pour nous tous. Tu es la meilleure personne pour le poste. Je t'ai réservé une chambre au Weston, juste à côté du palais de justice. Mel savait qu'elle avait peu de choix. Si elle se retirait de l'affaire, elle pourrait encore faire face à des mesures disciplinaires de l'ordre des avocats. Caleb avait des relations là-bas, et elle se sentait piégée entre ses obligations professionnelles et sa loyauté personnelle. Se sentant dépassée, elle rentra chez elle pour faire ses valises et essayer de se calmer. Will l'aida à charger la voiture, vérifiant les pneus et l'huile avant son départ. Il se tint dans l'allée alors qu'elle s'éloignait, lui faisant un petit signe de la main. Alors que Will retournait à la maison, une pensée sinistre lui traversa l'esprit. Les chances qu'elle reste fidèle, 50-50e au mieux. Il détestait penser ainsi, mais il ne pouvait s'en défaire. D'une manière étrange et amère, il se demanda si son infidélité ne lui apporterait pas une sorte de soulagement. Depuis la proposition d'échange des mois auparavant, leur mariage était sur une lente pente descendante. Beaucoup de leurs nuits de passion n'étaient pas alimentées par l'amour, mais par les désirs inexprimés de Mel pour quelqu'un d'autre. Avant le banquet, ils avaient été si proches. Ils parlaient de leur travail, de leurs enfants, de leurs projets de vacances et des petites choses qui rendaient leur vie unique. Maintenant, ces conversations quotidiennes semblaient un lointain souvenir. Cette connexion lui manquait, et au fond de lui, il ne savait pas si c'était quelque chose qu'il pourrait jamais retrouver. Plus tard dans la journée, Will expliqua la situation à Mark et Sherry, leurs 2 enfants. La cérémonie de remise des diplômes de Sherry était prévue pour le vendredi matin, mais avec le procès à Pittsburgh, Will doutait que Mel puisse revenir à temps. Le juge qui présidait l'affaire réservait les vendredis aux affaires diverses. C'était appelé le « jour des ordures », donc il y avait une petite chance que Mel puisse revenir. Pourtant, Will n'avait pas beaucoup d'espoir. Chaque soir, Mel appelait à la maison pour parler à Will et aux enfants. Les appels arrivaient généralement après 20 heures, souvent plus tard. Elle avait peu de temps à perdre. La sélection du jury était prévue pour le lundi, et ses journées étaient remplies de préparatifs. Le dimanche soir, lors d'un de leurs appels, Will ne put s'en empêcher. « Comment ça se passe avec Robert ?» demanda-t-il. « Pas de problème, Will, » répondit rapidement Mel. « Je suis juste trop occupé, et lui aussi. » « Est-il impliqué dans les préparatifs ?» insista Will. « Oui, je dirais qu'il est impliqué, » dit-elle légèrement, essayant d'en faire une blague. Will ne rit pas. Mel regretta immédiatement son ton. « Désolé, » dit-elle. « Il ne se passe rien à ce sujet. Nous travaillons dans une salle commune à l'hôtel. Je dors à l'étage au-dessus et il retourne à son appartement. Je n'ai eu aucune offre. Le dîner est un service de chambre. » Will ne dit rien et Mel sentit le poids de son silence. La sélection du jury commença le lundi et le soir, le jury était constitué. Les déclarations liminaires furent faites. Bien que Mel ne les ait pas prononcées, sa collègue Gilles Blandon s'en chargea, aidé par des schémas et des pièces à conviction soigneusement préparées. Le mardi, le procès de la partie demanderesse commença avec 2 témoins experts. Le premier expert prit toute la journée et Mel mena un contre-interrogatoire lent et méthodique. À la fin de la journée, elle était satisfaite de son travail. Épuisée mais concentrée, elle retourna dans la salle de conférence pour se préparer aux témoins du lendemain. Quand Mel retourna finalement dans la salle de travail commune ce soir-là, Robert était déjà là. Il était animé, heureux de la tournure de la journée au tribunal. Alors que Mel posait ses sacs de travail près de la table,
Robert la prit dans ses bras et la fit tourner joyeusement. W.O., grand garçon, dit Mel en riant nerveusement. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu as été incroyable, Mel, dit Robert avec enthousiasme. Juste fantastique. Merci, répondit-elle en s'éloignant de lui. Maintenant, j'ai besoin de manger, de me préparer pour demain et d'essayer de passer une bonne nuit de sommeil. Robert ne fit aucune avance sur elle cette nuit-là. Mais alors qu'elle s'installait dans ses notes, il dit, « Quand nous gagnerons cette affaire, je t'emmènerai chez moi et je te rendrai si heureuse. » Mel secoua simplement la tête, évitant le contact visuel, et se concentra sur son travail. Après avoir mangé un repas rapide, elle alla dans sa chambre et dormit. Le mercredi se passa encore mieux que le mardi. Mel travailla méticuleusement sur le dossier du demandeur, démantelant méthodiquement le témoignage du deuxième expert. Bien que le témoin résistât à ses questions, ce fut une bataille perdue pour lui. À la fin de la journée, le demandeur termina sa plaidoirie. Le juge rejeta la motion de jugement de la défense, et Mel retourna dans la salle de travail, ressentant un mélange de satisfaction et d'épuisement. Quand elle arriva, Robert était de nouveau là, et cette fois, personne d'autre n'était encore arrivé. Ces experts ne devaient pas arriver avant 19h pour la dernière répétition. Alors que Mel posait ses affaires, Robert s'approcha lentement d'elle. Cette fois, son étreinte fut douce et persistante, et avant qu'elle ne puisse se dégager, il l'embrassa. À sa propre surprise, Mel répondit, prise dans le moment. Juste au moment où les choses commençaient à s'intensifier, la porte s'ouvrit. Gilles Blandon entra et le moment fut brisé. Mel et Robert se séparèrent instantanément comme si de rien n'était. Presque au même moment, le service de livraison du dîner arriva, créant une agitation gênante. Robert partit peu après, et Mel passa la soirée à briefer ses témoins. À 22h, elle se retira dans sa chambre, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, alors que l'équipe arrivait au tribunal, l'avocat du demandeur, Herman Billings, demanda une réunion avec l'équipe de la défense. Robert, Gilles et Mel le rejoignirent dans la salle d'attente où ils rencontrèrent Morgan Thompson, le PDG et client principal. Thompson voulait régler. Billings présenta une proposition et Gilles contre-proposa immédiatement avec une offre qu'elle avait peaufinée depuis plus d'une semaine. Plusieurs rounds de négociations suivirent, mais l'équipe juridique d'ABC, renforcée par la position solide de Robert, tint bon. À 11h, un accord fut trouvé, très favorable à Robert. Les parties déposèrent l'accord au tribunal, et le jury fut renvoyé. Cet après-midi-là, les derniers détails du règlement furent finalisés et tout le monde était libre de partir. Mel était épuisée. Elle retourna à l'hôtel, s'effondra dans son lit et dormit pendant 1 heure. À son réveil, elle prit une longue douche, essayant de se vider la tête. Plus tard dans la soirée, Robert invita toute l'équipe à dîner dans un club près de son condo. Des limousines furent arrangées pour tout le monde. Avant de partir, Mel appela à la maison pour annoncer la nouvelle à Will. Elle promit de quitter Pittsburgh le vendredi après-midi, bien qu'elle admit qu'elle ne serait pas de retour à temps pour la cérémonie de remise des diplômes de Cher le matin. Will n'était pas content des arrangements pour le dîner. La situation était déjà précaire et cela ressemblait à un point de rupture. Avant que Mel ne parte pour la soirée, il lui dit, « Mel, c'est probablement le moment où tu es la plus vulnérable. » « Je sais, Will, répondit-elle, tentant de le rassurer. « Je peux gérer ça. »« D'accord, félicitations pour l'affaire, mais ne t'amuse pas trop, dit-il, son ton plat. Le club était un endroit animé conçu pour le dîner et la danse. Mel et le reste de l'équipe formaient un groupe de 6 personnes. Robert, Mel, Gilles Blandon, Jonathan Crisp, et 2 autres avocats d'ABC, Eli Mason et Mick Diaz. Une limousine les amena au lieu où Robert attendait déjà à table. La nourriture était excellente, tout comme le vin, et l'ambiance était à la fête. La danse commença à 21h. Robert ne perdit pas de temps, invitant immédiatement Mel sur la piste. Elle hésita mais but un peu de vin et accepta. Pendant qu'ils dansaient, elle ne pouvait se défaire de l'idée que la danse avait été le début de tous ses problèmes conjugaux. Pourtant, elle repoussa cette pensée. Gilles et Jonathan dansèrent aussi, tout comme Ellie et Mick, et les partenaires changeaient occasionnellement, mais Mel remarqua que Robert ne dansait qu'avec elle, 6 danses d'affilée. 3 étaient rapides, mais les 3 dernières étaient lentes. La dernière danse lente laissa Mel dans une position difficile. Elle se souvint plus tard avoir pensé, « Je suis à 4 heures de la maison.
Ou il ne le saura jamais. Alors qu'il se balançait au son de la musique, Robert se pencha et murmura, « Maintenant, c'est mon tour. C'est maintenant ou jamais. Tu vas passer le meilleur moment de ta vie. » Mel hésita un bref instant avant de répondre doucement. « Juste cette fois, Robert. Personne n'a besoin de le savoir. » Robert, convaincu que son désir pour lui l'emportait sur son sens de la prudence, la conduisit doucement hors du club. En partant, Mel ne pensa même pas aux 3 avocats de son cabinet, qui comprenaient clairement ce qui se passait. Ils traversèrent la rue pour se rendre à son condo. Dès qu'ils furent à l'intérieur, Robert la tourna vers lui, la pressant contre le mur. Il l'embrassa profondément, et cette fois, elle ne résista pas. Elle lui rendit son baiser avec une passion égale. Robert lui prit la main et la conduisit dans la chambre où le lit était déjà fait en prévision. Quand ce fut terminé, elle se blottit contre lui, un mélange de culpabilité et d'exaltation la parcourant. Quelques minutes passèrent avant que Robert ne brise le silence. « Je n'ai jamais rien vécu de tel, Mel. »« Jamais, dit-il, sa voix douce. » Mel entendit quelque chose d'incompréhensible, puis ajouta, « Moi non plus. »« Peut-être personne, jamais. » 1 heure plus tard, ils firent l'amour à nouveau. Cette fois, ils bougèrent plus lentement, plus intimement, face à face, se regardant dans les yeux. Ensuite, ils prirent une douche ensemble et mangèrent un repas léger de crevettes, céleri et tranches de pommes avant de retourner au lit. Le matin, ils se réveillèrent, toujours face à face. Mel se glissa tranquillement hors du lit et alla à la salle de bain où elle trouva une brosse à dents neuve qui l'attendait. Elle se brossa les dents, se doucha et essaya de réprimer le sentiment de culpabilité grandissant qui la rongeait. Quand elle retourna dans la chambre, Robert était assis sur le lit, la regardant. « Merci pour toute la nuit, dit-il. C'était incroyable. Le meilleur. »« Je devrais me sentir coupable, » répondit Mel, luttant pour le regarder dans les yeux. Mais non, c'était tellement exceptionnel. Ensuite, Robert se doucha pendant que Mel s'habillait. Quand il sortit de la salle de bain, toujours nu, elle le regarda une dernière fois avant de partir. Il lui sourit, mais elle ne lui rendit pas son sourire. Elle quitta le condo, régla sa note à l'hôtel et commença le trajet de retour vers la Virginie. L'esprit de Mel tournait à toute vitesse pendant qu'elle conduisait. Elle se disait qu'elle aimait Will et espérait qu'il ne découvrirait jamais ce qui s'était passé. Pourtant, elle se rappela de parler aux autres avocats, pour s'assurer qu'ils garderaient le silence. Pendant ce temps, Will était à la maison, profondément troublé. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose pourrait se passer au dîner du jeudi soir. Vers 23 heures, il appela le portable de Mel, mais tomba sur sa messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. À minuit, il appela sa chambre d'hôtel, mais il n'y eut pas de réponse. Il essaya de nouveau à 2 heures du matin, puis à 2h30, prétextant une urgence. Toujours aucune réponse. Finalement, il abandonna et essaya de dormir, bien que le sommeil ne vînt pas facilement. Le lendemain matin, la cérémonie de remise des diplômes de Sherry se passa bien. Elle prononça un discours, bien que n'étant pas la meilleure élève. Pourtant, Will et Mark étaient fiers d'elle. Ensuite, Will emmena les enfants déjeuner. Sherry sortit avec des amis plus tard dans la soirée, et Mark se rendit chez un ami pour la nuit, laissant Will seul à la maison. Il s'occupa de diverses courses, passant une grande partie de son temps au sous-sol. Au sous-sol, Will avait une petite salle d'entraînement avec un sac de frappe, un vélo elliptique et un banc de musculation. Il y avait aussi une salle de bain avec une douche, un grand réfrigérateur, un évier de cuisine et une petite télévision. Ce soir-là, il alla chez Walmart et acheta un micro-ondes et une plaque chauffante, les installant pour compléter l'espace. Il venait de finir d'organiser la pièce quand il entendit une voiture se garer dans l'allée. Montant les escaliers du sous-sol à la cuisine, il vit Mel entrer dans la maison par la porte d'entrée. « Chérie, je suis à la maison », cria-t-elle, sa voix anormalement joyeuse. La nervosité était claire dans son ton et Will la reconnut immédiatement. Il se tourna pour lui faire face alors qu'elle entrait dans la cuisine. Il était appuyé sur l'évier, son expression indéchiffrable. Mel entra avec un sourire, mais il disparut dès qu'elle vit son visage. Elle s'assit sur une chaise de cuisine, les nerfs à vif. « Mince, » dit-elle doucement, sa voix remplie d'émotion. La voix de Will était calme, presque sans émotion. « J'ai appelé ta chambre d'hôtel hier soir à 2h30. » Mel se figea, sachant qu'il n'y avait aucune issue.
Son espoir de continuer le mariage mourut à cet instant. Ce n'était qu'une nuit, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Pas d'amour, pas d'amour. Will resta silencieux un long moment avant de finalement parler. Ça n'a pas d'importance. Peut-être que les souvenirs te tiendront chaud la nuit. Ou peut-être que lui le fera, mais pas moi. Plus jamais. Je t'aime, Will, dit Mel à travers des sanglots silencieux. Je t'aimerai toujours. Sans un autre mot, elle se leva, prit sa valise et monta à l'étage. Will ne remonta pas ce jour-là et Mel ne descendit pas au sous-sol. Dans le calme de son espace, Will se concentra sur l'écriture. Il termina un chapitre de son dernier roman, une histoire d'amour et de trahison, et commença à réfléchir à son prochain livre. L'écriture avait toujours été son refuge, une façon de traiter ses émotions et d'organiser ses pensées. Il décida que son prochain projet porterait sur la fin de son mariage, un livre sérieux et profondément personnel qui pourrait prendre des années à écrire. Avec un plan se formant dans son esprit, il éteignit son ordinateur et passa un appel à ses parents. « Je voulais juste vous faire savoir, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Je vais divorcer. » Il n'élabora pas, et il décida de laisser Mel informer sa propre famille. Ni Chéri ni Marc n'étaient à la maison à ce moment-là. Chéri avait passé la nuit chez sa meilleure amie après les célébrations de sa remise de diplôme, et Marc était sorti avec des amis. Tous deux devaient rentrer le lendemain, samedi. D'ici là, Will avait déjà contacté Zelda Morrison, une avocate spécialisée en divorce, pour définir les termes de la séparation. L'accord proposé était simple. Will resterait dans la maison avec la garde de Marc jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de fin d'études secondaires. Chéri, maintenant légalement adulte, pourrait vivre de manière indépendante. Quand Marc obtiendrait son diplôme, la maison serait soit vendue, soit l'un des conjoints rachèterait la part de l'autre. Le samedi, à l'heure du déjeuner, Chéri et Marc rentrèrent à la maison. Mel les accueillit à la porte, essayant de masquer son anxiété avec un sourire forcé. Will sortit du sous-sol peu après, son expression calme mais distante. Les deux enfants sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ils s'assirent tous les quatre à la table de la cuisine, un espace familier où ils avaient partagé d'innombrables repas et conversations en famille. La tension était palpable. Will parla le premier, sa voix stable mais chargée d'émotion. « Votre mère et moi. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre mariage, dit-il. Nous vous aimons toujours tous les deux, mais certaines choses se sont passées. » Les yeux de Mel s'écarquillèrent de choc. Elle ne s'attendait pas à ce que Will annonce leur séparation si tôt. Bien qu'elle sût que leur mariage était en crise profonde, la soudaineté de sa déclaration la laissa abasourdie. Les deux enfants se tournèrent vers elle, leurs expressions un mélange de confusion et de peur. Chéri brisa le silence la première. « Que as-tu fait, maman » demanda-t-elle sans détour. « Parce que, tu sais, à cause de ces bruits qu'on entendait parfois. » Mel se figea, le visage pâle. Elle prit une profonde inspiration, sa voix tremblante en répondant « J'ai couché avec un client à Pittsburgh. C'était une nuit, jeudi. » Marc regarda son père, son ton bas et incrédule. « Tu divorces d'elle pour une nuit. » Will hocha la tête, son visage se durcissant. « Oui, mais c'est plus que cette seule nuit. Cela n'est pas sorti de nulle part. Ça me pèse depuis des mois. Votre mère savait ce que je ressentais. Savait exactement ce que cela nous ferait, et elle l'a fait quand même. » Mais elle essaya d'intervenir à travers ses larmes. « C'est difficile. » « Ce n'est pas difficile, » interrompit Will. Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante, coupant à travers la pièce. « Pour l'instant, je resterai au sous-sol. Je travaillerai toujours dans mon bureau à l'étage, et j'aiderai avec les repas et d'autres choses. Nous réglerons les détails au fur et à mesure. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, mais il n'y a pas de retour en arrière. » Mel s'effondra, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle se levait et se précipitait à l'étage. Chéri et Marc restèrent assis, stupéfaits et silencieux. Finalement, ils se tournèrent vers Will. « Elle pensait que c'était si important d'avoir cette nuit avec ce type, » dit Will, sa voix se brisant légèrement. « Qu'elle était prête à détruire notre famille pour ça. Elle a lutté, mais à la fin, elle a cédé. Et même si elle ne l'avait pas fait, une fois qu'elle l'a rencontré, plus rien n'était pareil entre nous. » La voix de Chéri était calme, mais ferme. « Que va-t-il se passer maintenant ? Va-t-elle toujours vivre ici ?
Will soupira, son épuisement visible. C'est quelque chose que nous devrons régler. Je suis tellement désolé que tout cela soit arrivé, surtout le week-end de ta remise de diplôme, chérie, mais je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi, et de toi aussi, Mark. Il se leva et les prit tous les deux dans ses bras. À l'étage, Mel s'effondra sur le lit, sanglotant de manière incontrôlable. Ses pensées étaient un tourbillon de regrets et de honte. La nuit avec Robert, qui avait semblé si enivrante sur le moment, paraissait maintenant aigre et pourrie, comme du lait tourné. Chaque fois qu'elle y pensait, elle ressentait une vague de nausée. Comment ai-je pu être si égoïste, pensa-t-elle. Comment ai-je pu tout risquer pour une nuit? Elle resta là pendant des heures, rejouant les événements encore et encore dans sa tête. Finalement, l'odeur du dîner monta à l'étage. Ça sentait les hamburgers. Son estomac gargouilla, mais elle ne put se résoudre à descendre. Elle ne pouvait pas faire face à Will ou aux enfants. En bas, Will préparait le dîner avec l'aide de Mark et Sherry. Il se demanda si l'odeur de la nourriture pourrait attirer Mel hors de sa chambre, mais il en doutait. Ils mangèrent tous les trois en silence, l'ambiance sombre, mais gérable. Après le dîner, ils firent la vaisselle ensemble avant que Sherry et Mark ne se retirent dans leur chambre. À l'étage, les frères et sœurs discutèrent dans la chambre de Sherry, essayant de comprendre ce qui se passait, mais ils ne parvinrent à aucune conclusion. À 22 heures, Will était assis seul dans le salon, regardant à moitié un match de baseball. Il ne prêtait pas vraiment attention. Il attendait Mel. Finalement, elle apparut, le visage pâle et les yeux rouges de larmes. Elle s'assit en face de lui. Will éteignit la télévision et la regarda, son expression indéchiffrable. « Je suis désolé que tout se soit passé si vite, dit-il finalement. Mais je ne voyais pas l'intérêt d'attendre. Nous avons fini. Il vaut mieux arracher le pansement d'un coup. » La voix de Mel trembla. « Peut-être que nous devrions. Peut-être que tu devrais attendre un peu. Ce n'était qu'une nuit, Will. Toutes ces années et ce n'était qu'une nuit. » Will secoua lentement la tête. « Mel, je t'ai prévenu plusieurs fois et tu l'as quand même fait. Pourquoi devrais-je croire que cela s'arrêterait? Tu n'allais même pas me le dire. La prochaine fois, tu t'en serais peut-être sorti. Peut-être que tu l'as déjà fait. » La voix de Mel se cassa. « Ce n'est pas juste. Ces derniers mois, après toute cette histoire d'échange de partenaires, je vivais sur le fil du rasoir. J'étais déprimé parce que tu savais que je le voulais et je savais que tu le savais. Je me sentais si loin de toi. Alors, tu es allé le faire, dit froidement Will. Mais ce n'était pas une erreur, n'est-ce pas? Ce n'était pas une stupide erreur sur un coup de tête. C'était ta chance au plaisir ultime. Et peut-être que je ne l'aurais jamais su. Alors, dis-moi, Mel, était-ce aussi génial que tu le pensais? Le visage de Mel brûla de honte. Elle ne pouvait pas répondre. Les larmes roulaient sur ses joues alors qu'elle détournait le regard. C'est ce que je pensais, dit Will. Je ne me comparais jamais à lui. Et je n'essaierai pas. Le mariage ne se résume pas au sexe, mais c'en est une grande partie. Et pour nous, c'est fini. Donc il n'y a plus de mariage. Il se leva lentement, les épaules lourdes de résignation, et se dirigea vers son nouveau lieu de couchage sans regarder en arrière. Le silence qui suivit semblait oppressant, comme si l'air même de la pièce était alourdi par des mots non dits. Mais elle resta assise sur la chaise, les larmes coulant sur son visage, sa respiration inégale et saccadée. Ses mains agrippaient fermement les accoudoirs comme si elle se raccrochait aux derniers vestiges de son monde brisé. Elle resta là plusieurs minutes, les larmes venant par vagues, incapable de les arrêter même si elle essayait. Finalement, elle se leva, les jambes tremblantes sous elle, s'essuyant le visage avec le dos de la main, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la chambre de Sherry. Ses pas étaient lents, hésitants, chacun semblant requérir chaque once de force qui lui restait. Elle atteignit la porte et frappa doucement. Pendant un instant, il n'y eut aucun son, et elle pensa que Sherry pourrait ne pas ouvrir. Puis la poignée tourna et la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Sherry se tenait là, son expression conflictuelle, quelque part entre la colère et la douleur, mais surtout la confusion. Mel la regarda et ses lèvres tremblèrent en parlant. « Je t'aime, dit-elle, sa voix à peine un murmure. J'ai tout gâché, mais je t'aime. Je suis tellement désolé d'avoir raté ta remise de diplôme. » Pendant un instant, Sherry la fixa. Puis, avec un soupir,
elle s'avança et serra sa mère dans ses bras. Mel s'accrocha à elle comme si cette étreinte pouvait d'une manière ou d'une autre réparer tout ce qui avait mal tourné. Mais ensuite, Chérie se recula légèrement, les yeux pleins de larmes. « Maman, dit-elle, sa voix se brisant. Comment as-tu pu nous faire ça à nous tous ? Je ne comprends pas, Mel baissa les yeux, incapable de croiser le regard de sa fille. Moi non plus, murmura-t-elle presque inaudiblement. Je ne comprends pas non plus. À ce moment, le bruit d'une porte qui s'ouvre attira leur attention. Marc sortit de sa chambre, le visage sérieux, bien qu'il y eût une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Où est papa ? demanda-t-il, sa voix stable mais empreinte d'appréhension. Mel le regarda, le visage pâle. « En bas, dit-elle doucement. Dans mon sanctuaire. » Elle se tourna vers ses enfants, le poids de ses actions pesant lourdement sur sa poitrine. « Je m'excuse auprès de toi, chérie. Je m'excuse auprès de toi, Marc. Je vous aime tous les deux. N'oubliez jamais ça. Les prochaines étapes. Elles vont être difficiles pour nous tous. » Elle ouvrit les bras et les attira tous les deux dans une étreinte, les tenant fermement comme pour essayer de les protéger de la tempête qu'elle avait déchaînée. Après quelques instants, elle les lâcha et se dirigea vers sa chambre. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte et s'effondra sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller alors que de nouveaux sanglots secouaient son corps. Marc se tourna vers Chérie après le départ de leur mère. « Au moins, on pourra mieux dormir maintenant, marmonna-t-il. » Sa voix était plate, dénuée de toute émotion réelle. Puis il se retourna et retourna dans sa chambre, fermant fermement la porte derrière lui. Le lendemain, Will se rendit au bureau de l'avocate. L'avocate, une professionnelle pragmatique aux yeux vifs, avait déjà préparé les documents nécessaires. Elle les plaça soigneusement sur le bureau devant lui, son stylo en main. « Tout est prêt, dit-elle sèchement. Vous n'avez qu'à signer ici et nous pouvons commencer. » Will prit le stylo sans hésiter et signa son nom au bas du document. Alors qu'il le lui rendait, ils commencèrent à discuter des prochaines étapes. Cela pourrait prendre plus de temps si Mel résiste, expliqua l'avocate. C'est une avocate exceptionnelle elle-même, et elle travaille dans l'un des meilleurs cabinets de la ville. Si elle choisit de contester le divorce, cela pourrait compliquer les choses. Will haussa les épaules. Tout cela semble se passer trop vite, répondit-il. Mais honnêtement, je m'y attendais depuis des mois. Je l'ai prévenue. Je lui ai dit exactement ce qui se passerait si elle allait jusqu'au bout, mais elle n'a pas écouté. Et maintenant, ça arrive. Je ne vois aucune raison de retarder. Ce mariage est terminé. L'avocate hocha la tête, son expression neutre. Compris. Je peux déposer la demande par voie électronique et faire livrer les documents cet après-midi. Juste une signature de plus ici. Will signa à nouveau, ses mouvements fermes et délibérés. À 14 heures, Mel était assise dans son bureau, fixant son écran d'ordinateur d'un regard vide. Autour d'elle, des collègues s'arrêtaient occasionnellement pour la féliciter de la victoire d'une affaire récente. Leur sourire ignorait le tumulte qui régnait en elle. Elle hochait la tête et les remerciait, forçant un sourire poli, mais son visage restait un masque immobile. À l'intérieur, elle se sentait vide. Plus tard dans la soirée, Abe, son mentor et ami de longue date, la convoqua dans son bureau. Il se pencha en arrière dans sa chaise, son expression indéchiffrable en la regardant. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Mel ?» dit-il finalement, son ton un mélange de frustration et d'inquiétude. « Je veux dire, bon sang. » Mel baissa les yeux sur ses mains, sa voix tremblante. « J'étais faible, dit-elle doucement. Je te l'ai dit. Je vous l'ai dit à tous. J'étais faible et il en a profité. Et maintenant j'ai tout perdu. » Abe soupira lourdement. « Tu n'as pas tout perdu. Tu es brillante. Tu as du succès. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Mel, regarde-toi. » Mel secoua la tête. « Pas quelqu'un que j'aime, dit-elle, sa voix se brisant. Pas Will. Donne-lui du temps, dit doucement Abe. Peut-être qu'il reviendra sur sa décision. » Elle hocha lentement la tête, mais au fond d'elle, elle n'y croyait pas. Plus tard cet après-midi-là, sa secrétaire frappa à sa porte et fit entrer un jeune homme tenant une épaisse enveloppe. Mel la fixa un moment avant de l'accepter. Le poids des documents semblait insupportable, comme s'ils écrasaient son âme. Elle ouvrit l'enveloppe et parcourut les papiers à l'intérieur, des papiers de divorce.
Elle sentit un vide glacial s'installer dans sa poitrine. Finalement, elle appela Morse Loin, le spécialiste du droit de la famille du cabinet, et l'invita, lui et Abbé, dans le bureau d'Abbé. Elle leur tendit des copies des documents, ses mains tremblant légèrement. Abbé parcourut les pages, le front plissé. Mince, marmonna-t-il. C'était rapide. Mais elle hocha la tête. Il savait que ça allait arriver, dit-elle tranquillement. Moore ajusta ses lunettes et lut attentivement les documents. Si les allégations sont vraies, ces conditions semblent justes, dit-il finalement. C'était lui le principal responsable des enfants, n'est-ce pas? Oui, dit Mel. Principalement. Il travaillait à la maison. Eh bien, vous avez 20 jours pour répondre, continua Moore. Voulez-vous contester? Même si vous le faites, il obtiendra probablement le divorce à la fin. Mel hésita, son esprit tourbillonnant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Quand Mel rentra tôt ce soir-là, elle trouva Will dans son bureau, en train de taper. Elle se tint un moment dans l'embrasure de la porte, le regardant avant de parler. Je suis à la maison, dit-elle doucement. J'ai reçu les documents. Bien, répondit-il sans lever les yeux. Mel s'attarda un instant, espérant qu'il dirait quelque chose de plus, mais il ne le fit pas. Elle se tourna et se dirigea vers la cuisine, ses pensées tourbillonnant, des souvenirs de leur temps ensemble. L'amour, les rires, la proximité défilaient comme un diaporama cruel dans son esprit. La pensée de perdre tout cela semblait insupportable. Elle glissa au sol, le dos pressé contre la cuisinière. Sa tête s'enfonça dans ses mains alors qu'elle commençait à pleurer. Les larmes venaient sans y être invitées, brutes et lourdes du poids de tout ce qu'elle portait. C'était une vraie douleur, aiguë, insupportable. Elle se sentait vidée, comme si quelque chose de vital lui avait été arraché. Et pourtant, malgré l'agonie, elle ne s'approcha pas de Will. Comment le pourrait-elle? C'était lui qui lui avait planté le couteau, et la blessure saignait encore. Will la regarda de l'autre côté de la table, ses propres larmes coulant librement. Pour la première fois, il vit vraiment la douleur qu'il lui avait causée. De près, crue et indéniable. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la dévastation, et cela brisa quelque chose en lui. Lentement, il contourna la table et s'agenouilla à côté d'elle. Sans hésitation, il tendit les bras et l'enlaça, berçant sa tête alors qu'elle pleurait. « Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix tremblante. Je suis tellement, tellement désolé. Il lui caressa les cheveux alors que les larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas le pardon. Il savait qu'il valait mieux ne pas l'espérer, mais c'était une connexion, aussi fragile soit-elle. C'est ainsi que Chéri les trouva. Quand elle entra par la porte-fenêtre, ses yeux s'écarquillèrent à la vue de ses parents sur le sol de la cuisine, se tenant l'un à l'autre comme des morceaux brisés du même puzzle. Elle se figea, ne sachant que faire. « Maman, papa, dit-elle doucement, sa voix se brisant. Will et Mel tournèrent la tête à l'unisson, leur visage strié de larmes un miroir du chagrin de l'autre. Lentement, ils se levèrent, se déplaçant comme s'ils ne faisaient qu'un. Sans hésitation, ils s'approchèrent de leur fille, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, ils l'embrassèrent ensemble. Chéri se mit à pleurer aussi, et ils la tinrent fermement. Les trois, liés ensemble dans un moment de douleur partagée. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard d'incertitude et de routine. Mel répondit à la poursuite, déposant les documents nécessaires et planifiant une consultation. Sa réponse ne niait pas les faits, mais n'offrait pas non plus beaucoup de résolution. C'était une étape procédurale, rien de plus. Marc partit pour un camp de football, un répit de 2 semaines de la tension à la maison, tandis que Chéri prit un emploi de monitrice dans un camp de nature en Virginie occidentale. Leur absence laissa Mel et Will seuls dans la maison, une situation qu'aucun d'eux ne savait comment gérer. Will continua à cuisiner, ses mouvements précis et mécaniques, mais il n'y avait presque aucune autre interaction entre eux. Ils travaillaient, ils mangeaient, mais ils ne parlaient de rien au-delà de la logistique. Il n'y avait pas d'intimité, pas de contact physique, pas même des frôlements accidentels de mains. Quand l'affaire arriva finalement à une audience, une consultation fut programmée. À ce moment-là, Mel était profondément troublée par la froideur de Will. Elle s'était habituée à sa froideur, mais la distance émotionnelle constante ressemblait à un gouffre qui se creusait sans cesse. Il cuisinait pour les enfants quand ils étaient à la maison, mais quand ils n'étaient que tous les deux,
il préparait à peine des céréales pour lui-même. Une découverte surprenante pendant cette période fut qu'aucun d'eux ne se sentait attiré par quelqu'un d'autre. Will réalisa qu'il était engourdi à cet égard. Les femmes qu'il rencontrait dans sa vie quotidienne, que ce soit à l'épicerie ou pendant ses courses, ne l'affectaient guère. Même la voisine blonde séduisante qu'il avait autrefois trouvée attirante ne remuait plus rien en lui. Mel, elle aussi, n'avait aucun intérêt pour quelqu'un d'autre. Elle pensait parfois à essayer de reconquérir complètement Will, mais elle le connaissait trop bien. Toute tentative de raviver l'intimité ne ferait que le repousser davantage. Avec le temps, elle commença à perdre espoir que leur mariage puisse être sauvé. C'est là qu'ils en étaient lorsqu'ils assistèrent à leur première séance de consultation avec le docteur Mary Stevens. Le docteur Stevens était une femme calme et confiante d'une cinquantaine d'années, avec une présence sereine qui semblait remplir la pièce. Elle leur avait demandé au préalable d'écrire les bases de ce qui s'était passé et ce qu'ils espéraient accomplir à l'avenir. Elle commença la séance sans préambule. « Vous êtes tous les deux profondément déprimés, dit-elle sans détour. Mélodie, vous perdez espoir que ce mariage puisse être sauvé et Will, vous êtes tourmenté par la conviction que vous ne satisferez jamais votre femme comme son amant l'a fait. » Elle fit une pause pour laisser les mots pénétrer. La question maintenant est de savoir ce qui peut être fait. La voix de Will était calme mais ferme. Je pense que nous devons être séparés. La voir tous les jours est une torture pour moi. Mel se tourna pour le regarder, son expression empreinte d'un désespoir silencieux. Nous avions de bonnes nuits avant Robert, dit-elle doucement. Même quand je le désirais, nous avions encore de bonnes nuits. Le docteur Stevens pencha légèrement la tête. Mais Mel, vous comprenez que Will ne veut pas être comparé, et surtout pas perdre dans cette comparaison. Une nuit est une nuit, répondit Mel, sa voix devenant défensive. Il y a eu peut-être 3 fois dans tout notre mariage où il ne m'a pas satisfaite. La mâchoire de Will se serra. Mais pas comme Robert, n'est-ce pas? Le docteur Stevens jeta un coup d'œil à Mel, attendant sa réponse. Mel hésita, puis dit, la nuit avec Robert était géniale, mais il avait l'énorme avantage d'être nouveau et différent. Tu sais, Will, tu aurais ça aussi maintenant. Ça fait si longtemps. L'expression de Will se durcit. Ne sois pas méchante, Mel. Pourquoi n'es-tu pas simplement allé vers lui, alors? J'essaie de ne pas penser à cette nuit, dit Mel, sa voix tremblante. Parce que quand je le fais, je me sens malade. J'ai la nausée et je dois me distraire. Le docteur Stevens se pencha légèrement en avant. Mel, avez-vous vu Robert après cette nuit? Non, répondit-elle rapidement. Il est venu à notre bureau 2 fois, mais je ne reste pas en contact avec lui. Quand on me prévient qu'il arrive, je m'assure de ne pas le croiser. Le docteur Stevens se tourna vers Will. Et vous, Will, pourquoi n'avez-vous pas essayé de renouer intimement avec Mel? La voix de Will était calme, mais il y avait une pointe d'amertume. Parce que je les vois ensemble dans ma tête à chaque fois. C'est comme une boucle qui ne s'arrête jamais de jouer. Il fit une pause. Nous sommes détruits. Le docteur Stevens hocha la tête. Êtes-vous attiré par d'autres femmes? Non, dit sèchement Will. Pas même la voisine blonde que je trouvais attirante. C'est juste. Rien. Pendant le week-end, Will décida de faire une pause. Il se rendit dans un chalet loué au bord d'un lac en Virginie occidentale, laissant son ordinateur derrière lui et n'emportant qu'un bloc-notes. Il luttait contre un blocage créatif depuis des jours et espérait que la solitude pourrait l'aider. Le samedi matin, il se rendit à Pittsburgh. Il y passa 8 heures, marchant dans la ville sans plan, ne prenant aucune photo, ne faisant aucune note. Il observa simplement, laissant les images et les sons l'imprégner. Le dimanche se passa tranquillement au chalet où il laissa ses pensées vagabonder. Ce soir-là, il appela à la maison et dit à Mel qu'il resterait quelques jours de plus pour essayer de se détendre. Le lundi, il retourna à Pittsburgh, passant 10 heures de plus à errer dans la ville. Au moment où il rentra le mardi après-midi, il sentit un petit mais notable changement. Le voyage ne l'avait pas guéri, mais il lui avait donné de nouvelles idées pour son prochain thriller. Leur deuxième séance de conseil était différente. Will arriva avec une humeur plus légère et Mel ne put s'empêcher de remarquer le changement. Le docteur Stevens commença avec sa franchise habituelle, mais cette fois la tension dans la pièce était légèrement moins suffocante. Mel s'autorisa une lueur d'espoir, mais elle fut fugace. Malgré l'humeur améliorée de Will,
elle pouvait toujours sentir une tension sous-jacente en lui, un mur silencieux qui n'avait pas bougé. À la maison, ses tics d'épaule revinrent, un rappel subtil du stress qui persistait encore sous la surface. Will retourna au chalet une fois de plus après que Mark fut rentré pour passer du temps avec Mel. Le samedi, il fit un autre voyage à Pittsburgh et, comme auparavant, passa des heures aérées dans la ville à pied, cherchant inspiration et réconfort. Le lundi, il était de retour au chalet, et le mardi, il rentra finalement à la maison. La brève évasion lui offrit une certaine clarté, bien que pas assez pour résoudre l'enchevêtrement complexe d'émotions qu'il ressentait. Ce mercredi-là, Mark partit pour un camp de nature où Sherry travaillait comme monitrice. La maison semblait étrangement silencieuse sans les enfants, et Will s'enterra dans son bureau, essayant de se concentrer sur son travail. C'était tard dans la matinée quand il entendit frapper à la porte. Surpris, il se leva et ouvrit pour trouver sa voisine blonde, Linda Miller, debout là. Linda vivait à côté depuis 6 ans. Elle avait 30 ans, était d'une beauté stupéfiante avec des cheveux blonds vifs, une peau claire et une silhouette galbée qui semblait toujours attirer l'attention. Elle était divorcée et avait une fille de 7 ans, Velma, qui passait les vacances d'été avec son père. Aujourd'hui, Linda se tenait devant lui dans un short de sport moulant, un t-shirt en plaid d'étonne, ses cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. « Salut, Will », dit-elle en souriant vivement. « Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider avec mon évier de cuisine. Il est bouché et j'ai une clé à molette, mais je ne sais pas vraiment ce que je fais. » Will cligna des yeux, surpris par la demande soudaine. « Bien sûr », dit-il après une brève pause. Il recula pour prendre ses baskets. Linda l'avait toujours intrigué. À bien des égards, elle était l'opposé de Mel. Là où Mel était intellectuelle et vive, Linda était douce, enjouée et ouverte. Au fil des ans, elle avait nourri une attirance silencieuse pour Will. Il lui rappelait son premier petit ami. Intelligent, calme et tranquillement confiant. Bien que Linda ne fût pas particulièrement intellectuelle elle-même, elle avait toujours aimé les hommes intelligents. Elle avait observé les allées et venues de la maison de Will au fil des ans, et plus récemment, elle avait remarqué à quelle fréquence il utilisait l'entrée du sous-sol. L'air de mystère qui l'entourait l'intriguait. Will suivit Linda jusqu'à sa maison au coin de la rue. Elle le conduisit à sa cuisine où l'évier était effectivement bouché. Il s'accroupit pour inspecter les tuyaux, sortant la clé et le ruban qu'elle lui tendit. Pendant que Will travaillait, Linda se tenait au-dessus de lui, légèrement appuyée contre le comptoir. De sa position sous l'évier, il ne put s'empêcher de remarquer ses jambes, toniques et lisses, le short laissant peu de place à l'imagination. Elle ne faisait aucun effort pour le cacher non plus. Sa présence semblait délibérée, intentionnelle. Quand Will eut fini d'installer le siphon et de déboucher le drain, il se glissa hors de sous l'évier et s'assit, la regardant. « Ne m'as-tu pas dit un jour que ton père était plombier ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. Linda sourit malicieusement. « C'est possible, dit-elle. Mais je voulais te voir comme ça, tu sais, sur le dos. » Will sentit un éclair de malaise en réalisant l'audace de ses paroles. « Tu regardes ?» dit-il lentement, ne sachant comment répondre. « Je pensais que ça pourrait te plaire », dit doucement Linda. C'est alors qu'il remarqua qu'elle avait enlevé ses tongs. Elle fit un pas de plus, sa voix baissant. « Je le veux. J'obtiens généralement ce que je veux des hommes. Viens avec moi. » Sans attendre sa réponse, elle se retourna, passa ses pouces dans la ceinture de son short et le baissa en s'éloignant, ses hanches se balançant de manière provocante. Will resta là un instant, figé dans l'indécision. Puis, presque mécaniquement, il laissa tomber son short et son caleçon, enleva son t-shirt et la suivit à l'étage, se sentant comme un rat pris dans la mélodie du joueur de flûte. Quand ils atteignirent sa chambre, Linda se retourna, enleva son t-shirt et le jeta de côté. Pendant une fraction de seconde, Will pensa qu'il devrait s'arrêter et réfléchir à ce qu'il faisait, à son mariage, à Mel. Mais la pensée disparut presque aussi vite qu'elle était venue. Il céda au moment, à la tentation qui avait persisté tacitement entre eux pendant des années. Ensuite, alors qu'il se rhabillait en silence, Linda le regarda. « Je t'ai vu aller et venir par la porte arrière, » dit-elle nonchalamment. « Je peux voir à travers les jardins, tu sais. J'ai vu le lit être livré là-bas. Je me demande s'il est confortable. » Will haussa un sourcil. « Il l'est, » répondit-il. « Tu devras me laisser l'essayer un de ces jours, » dit-elle avec un sourire malicieux. Puis, fronçant légèrement les sourcils,
elle ajouta. Mais je peux être bruyante. Je ne sais pas si je suis prête à lui jeter ça au visage tout de suite. Peut-être plus tard. Will ne répondit pas. Il se leva simplement, finit de s'habiller et retourna à sa maison par la porte arrière. La première chose qu'il fit fut de prendre une longue douche. Debout sous l'eau bouillante, il essaya de comprendre ce qui venait de se passer. Il avait toujours été conscient de l'attirance mutuelle entre lui et Linda. Mais la séduction flagrante de la rencontre le laissa troublé. Il ne s'agissait pas seulement de Linda. Il s'agissait de Mel, de leur mariage brisé, de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce qu'il ne pouvait toujours pas comprendre. Il chassa ses pensées de sa tête et alla à son bureau pour écrire. Ce soir-là, où il prépara le dîner. Il grilla des escalopes et prépara une salade pour deux, dressant la table sur la terrasse alors que le soleil commençait à se coucher. Quand Mel arriva à la maison, il alluma le grill et lui versa un verre de vin rouge, un mélange californien qu'il savait qu'elle aimait. « Dîner dans 20 minutes, dit-il. Tu veux un verre ? Bien sûr, répondit Mel en lui offrant un petit sourire. Ils s'assirent sur la terrasse, mangeant ensemble dans une paix relative. Will l'interrogea sur son travail et elle parla d'un nouveau projet sur lequel elle travaillait, évitant soigneusement toute mention de Robert. L'omission n'était pas évidente, mais elle était délibérée. Je travaille sur un nouveau thriller, dit Will, brisant un bref silence. Les idées me sont venues quand j'étais au chalet. Tu sais, loin de tout. De nos problèmes, dit doucement Mel, terminant sa phrase. Will lui donna une brève explication de l'intrigue, quelque chose à propos d'un tueur se cachant à la vue de tous, mais il n'entra pas dans les détails. Mel écouta, hochant la tête, mais elle ne posa pas beaucoup de questions. Après le dîner, ils rangèrent ensemble, finirent leur vin et se retirèrent dans leurs chambres séparées. Ce soir-là, Will ne pouvait s'empêcher de penser à Linda. La rencontre avait remué quelque chose en lui, bien qu'il ne sût pas quoi. Mel, pendant ce temps, avait remarqué le changement subtil dans son humeur, mais ne le pressa pas à ce sujet. Elle ne mentionna pas non plus le divorce, bien qu'il planât tacitement entre eux comme un fantôme dans la pièce. À plusieurs reprises, elle regarda par la fenêtre vers la maison de Linda. Mais Linda n'était pas à la maison. Elle était sortie avec un homme qu'elle considérait comme une perspective à long terme, un homme riche, un peu petit mais en forme nommé Horus. Les jours suivants, Linda et Will commencèrent une routine. Chaque matin, ils se retrouvaient chez elle, et leurs rencontres devinrent plus longues et plus intenses, s'étirant sur des heures. Pour Linda, c'était excitant, une distraction, un frisson. Pour Will, c'était tout autre chose, bien qu'il ne pût pas tout à fait articuler quoi. Au moment où il arriva pour sa 3e séance de conseil avec Mel, il ressentait un étrange mélange d'épuisement et de détachement. Mel était déjà assise quand il entra, et le docteur Mary Stevens les salua tous les deux. Pendant un long moment, ni Will ni Mel ne parlèrent. Finalement, Will brisa le silence. « Je comprends que tu as arrangé ça, dit-il en s'adressant à Mel. Merci. Il n'était pas sarcastique, mais la tension dans sa voix était palpable. Mary le regarda, attendant qu'il développe, mais Will n'était pas d'humeur à mâcher ses mots. Vous savez quoi, dit-il simplement. Mary haussa un sourcil, et Mel se tortilla mal à l'aise sur son siège. La séance venait à peine de commencer, mais la tension tacite entre eux était déjà suffocante. Honnêtement, dit Mary. Nous pensions toutes les deux que ce serait bon pour vous. Ça l'a été, n'est-ce pas? Will répondit, absolument. Si bon. Je n'oublierai jamais ça de ma vie. Il regarda Mel, un sourire s'étalant sur son visage. Un éclair de colère traversa le sien. Ne sois pas méchant, Will, le gronda Mary. Tu dois comprendre que Mel a fait un sacrifice. Will hocha la tête. Je vois ça, mais il y a une grande différence, ajouta-t-il en regardant directement Mel. Mel intervint. Ouais, tu as fait ça tous les jours cette semaine. La différence, c'est que je ne voulais pas que tu me trompes, mais tu as arrangé ça parce que tu m'as trompé. Le ton de Mel devint incertain. Je n'ai même pas aimé ça, Will. Était-elle meilleure que moi? Will, assez malin pour éviter de tomber dans ce piège, haussa les épaules sans répondre. Mary intervint. Will, cela montre simplement à quel point Mel veut surmonter ce qui s'est passé. Will hocha à nouveau la tête. Oui, je peux voir ça et peut-être que ça marchera dans quelques semaines. Il se mit soudain à ricaner.
Mel renifla. Je vais l'annuler, lança-t-elle. Will sourit. Tu ne peux pas. Je suis en train de la chauffer. Mel s'enfonça dans sa chaise, puis se leva brusquement. D'accord, déclara-t-elle. Elle a les jours et j'ai les nuits. J'en ai besoin. Bon sang. Will gronda. Tu es belle et sexy. Tu pourrais avoir n'importe qui. Je sais que je le pourrais, rétorqua Mel. Mais je te veux toi. Je t'aime. Je ne veux que toi. Une fois que les choses se calmèrent, Marie reprit la parole. J'aimerais programmer une séance pour vous deux dans environ 2 semaines pour voir comment les choses évoluent. Mel et Will rentrèrent séparément ce jeudi après-midi. Will avait prévu d'aller dans un chalet pour le week-end et n'avait aucune intention d'annuler. Il sentait qu'il était important de s'éloigner, alors il resta au chalet jusqu'au lundi après-midi. Pendant l'absence de Will, Mel et Linda se rencontrèrent chez Linda pour parler de lui. Au cours de leur conversation, Mel dit finalement « Je pense que ton implication doit cesser maintenant ». Linda sourit faiblement. « Mon petit ami Horus est petit et potelé, mais il est riche et adorable. Will, d'un autre côté, n'est ni petit ni potelé, et il a un vrai talent, comme tu le sais. Alors, si on m'invite à partir, pourquoi devrais-je le faire ?» Mel la foudroya du regard. « Parce que je veux essayer de recoller les morceaux de mon mariage. Voir si ça dure. Et tu es une complication. » Linda eut un sourire narquois. « Je n'étais pas une complication quand tu m'as demandé de l'aide. » Non, tu ne l'étais pas. Ça a beaucoup aidé, mais tu en as clairement beaucoup profité aussi. C'est mon mari, pas le tien. Le sourire de Linda s'élargit. Peut-être que je pourrais le conquérir. Le ton de Mel devint tranchant, presque dangereux. Tu ne veux vraiment pas faire ça. Linda leva les mains, feignant l'innocence. Oh, d'accord. Que dirais-tu de ça? On se partage le temps. Je n'essaierai pas de le garder, mais j'aimerais finir progressivement. Mel ne la crut pas, tu peux sortir et avoir n'importe quel homme que tu veux. Et toi aussi, répondit froidement Linda. Mais bien sûr, je me retirerai pour toi. Mel réfléchit un instant. Puis elle dit, je veux récupérer ma famille, Linda. D'accord. Lundi soir, toute la nuit, et ensuite tu arrêtes. Après ça, je frapperai à sa porte mardi soir. Tu ne peux pas, Linda haussa les épaules. Marché conclu. Fais juste attention de ne pas tomber enceinte. Elle gloussa. J'ai un autre gars en réserve de toute façon, mais je ne le ferai pas, le lundi après-midi, où il rentra de son week-end au chalet. Il avait apprécié le temps passé loin, réussissant même à écrire un peu le dimanche. En fait, il avait fait une offre pour acheter le chalet avant de partir. Ce soir-là, il commanda une pizza pour le dîner et mangea en silence. Mel semblait inhabituellement silencieuse, et il décida de laisser les choses ainsi. Plus tard dans la nuit, vers 23 heures, on frappa doucement à la porte de son sous-sol. C'était Linda. Elle portait une robe courte et sans bretelles, et rien d'autre. C'est notre dernière fois, murmura-t-elle. Toute la nuit. Faisons en sorte que ça compte. Ils ne se retinrent pas, faisant beaucoup de bruit, assez pour que Mel entende à l'étage. Will se dit que ce n'était que justice. Après cette nuit, Linda passa à autre chose. Sa fille revenait à la maison et elle décida de se concentrer sur son petit ami, Horus. Le mardi, Will prépara un simple plat de pâtes et une salade de tomates pour deux. Il savait que Mel chercherait plus qu'un simple dîner, et il décida de ne pas résister. Entre eux, il y avait un étrange équilibre, un équilibre qu'ils semblaient tous deux déterminés à maintenir pour le bien de leur mariage. Ce soir-là, Mel le rejoignit au sous-sol. Elle resta toute la nuit. Elle le réveilla à 5h30, affamé, et il lui prépara le petit déjeuner. Alors qu'il mangeait, Mel regarda Will et demanda, « Est-ce que ça va entre nous? Je veux dire, nous ne serons jamais vraiment égaux. Tu m'as lancé un os à ronger et je l'ai pris, mais c'était toi que je voulais. Je n'aurais jamais approuvé ce que tu as fait. Pourtant. C'était gentil de ta part. » Will fit une pause, puis répondit, « Je dois travailler. Je vais au chalet ce jeudi. J'ai un projet séparé sur lequel je travaille là-bas et j'ai besoin d'un peu d'espace. J'ai fait une offre pour acheter le chalet. Si l'affaire se conclut, je t'y emmènerai. » Mel hocha la tête.
Je n'ai pas beaucoup posé de questions à ce sujet. Soit je comprends, soit je ne comprends pas. Je le saurai bien assez tôt. Ce week-end-là, Will fut incroyablement productif. Ses plans et ses idées pour un nouveau thriller prirent forme sans problème, et à la fin de son séjour, il finalisa l'accord pour acheter le chalet. Le lundi matin, il rentra à la maison. Le reste de la semaine, lui et Mel partagèrent leur lit conjugal. Pour Mel, le sommeil était une considération secondaire. Elle avait l'impression d'avoir pris du retard et était déterminée à le rattraper. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus et Will les trouva admirables. Le jeudi soir, Mel rentra du travail et dit « Will, je dois te dire quelque chose. C'est à propos de Robert. Eh bien, il semble avoir disparu. Dimanche, il a dîné dans un restaurant où il va souvent. En rentrant chez lui, il a quitté le restaurant après quelques verres, mais il n'est jamais arrivé à son appartement à seulement 6 pâtés de maison de là. C'est ce qu'Abbé m'a dit. La recherche a commencé. Et maintenant la police le cherche. Will écouta attentivement puis se tut. Après une pause, il dit « Je suis sûr qu'il réapparaîtra quelque part. Peut-être qu'il a un nouveau béguin ou qu'il a fini avec la mauvaise femme. » Mel fixa Will un long moment avant de dire « Will. » Il la coupa rapidement. « Non, je ne parlais pas de toi. » Bien que Mel et Will fussent de nouveau sur la bonne voie après environ 1 an, cela n'avait pas été facile. C'était difficile au début, mais ils travaillèrent tous les deux dur, individuellement et avec l'aide de Marie. Ils passèrent la plupart des week-ends au chalet, qui était devenu un refuge pour eux. Avec le temps, le lit là-bas devint si usé qu'il dut être remplacé. Finalement, le chalet devint leur seule véritable évasion. Après une année d'incertitude, ils semblaient avoir retrouvé l'équilibre. Pourtant, Will était toujours sur ses gardes, et Mel en était parfaitement consciente. En fin de compte, Robert ne fut jamais retrouvé. Pas même 1 an plus tard. Plus il était porté disparu, plus tout le monde croyait qu'une sorte d'accident s'était produit. Ses comptes professionnels étaient en parfait ordre, et il n'y avait aucune raison apparente pour qu'il ait disparu volontairement. Cependant, il avait été impliqué dans 2 transactions avec des individus douteux. L'une de ces transactions avait échoué, entraînant une perte d'argent. Les autorités se concentrèrent sur ces transactions lors de leur enquête. Ils interrogèrent même le pauvre mari de Gloria. Malgré leurs efforts, aucune arrestation ne fut faite et personne ne s'approcha jamais de Will avec des questions. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JKTEL A Story pour plus de récits.